Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans l'épisode 8 de la saison 7 de Vue du banc. On se retrouve en ce 29 octobre pour débriefer 3 rencontres de Ligue des Champions, les 3 qui concernaient les équipes françaises, la défaite de Rennes à Séville, la victoire du PSG en terre turque et la défaite de Marseille à domicile contre Manchester City. Et dans cet objectif, je suis accompagné de 2 hommes qui sont désormais confinés ensemble, au moins pour quelques jours. Salut Florent. Salut. Florent que vous connaissez aussi sous le nom de Norbert, et Daguette qui est venu lui faire passer un week-end calvaire. Salut Christophe. Salut Raphaël, merci de ton soutien. Alors, comment votre programme a changé entre ce que vous aviez prévu hier et depuis les annonces de notre président à toutes et à tous ? On a juste avancé la sortie demain. On a juste avancé de quelques heures la première sortie au bar avec modération évidemment. Puisqu'après il n'y aura plus de bar. Et qu'est-ce qui se passe ce week-end ? Alors que vont faire Norbert et Daguette bloqués chez Norbert ? On va regarder des matchs. Voilà. Comme ça, il y aura beaucoup de choses à raconter sans doute lors du prochain podcast. Vous serez séparés à ce moment-là, parce que Christophe va devoir un moment rentrer chez lui, prétexter le retour de vacances pour retrouver son domicile. Après, pour le coup, c'est pas prétexté. Mais oui, en tout cas, un bon choix de date de vacances pour aller rendre visite à Florent à Bordeaux. J'arrive, tout le monde est confiné, donc voilà. C'est un très bon sens du timing. Pas vraiment des vacances, parce que vous allez bosser dur ce week-end, les gars, à regarder des matchs de foot. Mais d'abord, on va revenir sur les 3 donc, que j'ai déjà cités, et on va commencer dans un ordre chronologique inversé. C'est une de mes idées, je sais pas si elle est bonne, et j'ai pas vraiment de moyen de la justifier, donc j'assène comme ça. Et on va commencer par Rennes-Séville, ou plutôt Séville-Rennes, victoire 1-0 des Sévillans, grâce à un but de De Jong, sur un centre d'Acuna. En deuxième période, les compos d'abord, pour que tout le monde se resitue dans le match, parce que tout le monde n'a pas forcément regardé Séville-Rennes, d'ailleurs, il y avait d'autres matchs sympas ce mercredi soir. Côté Sévillan, Bounou dans les buts, plutôt mignon. Acuna latéral gauche, Diego Carlos Koundé en défense centrale, évidemment. Jesus Navas, latéral droit, comme le préconisait Raphaël Cosmidis il y a 7 ans de ça. Au milieu de terrain, Fernando, Oliver Torres et Johan Jordan. Devant Mounir Haddadi, Luc de Jong et Ocampos à droite, le futur ex-Ballon d'Or. Côté Rennais, Alfred Gomis dans les buts, une défense à 4 avec Amari Traoré latéral gauche, Rougani Silva en défense centrale, Sopi, Rougani qui va vite sortir. Au milieu de terrain, Jonas Martin en 6, Grenier Bourigeau relayeur, et devant Guirassy en 9, Terrier ailier gauche, Doku ailier droit. Ça c'était la théorie, et évidemment Florent, le gros problème dans cette compo rennaise, c'est les absences conjuguées des 2 patrons du milieu, Camavinga et Nzonzi. D'ailleurs il y avait une question qu'on nous posait sur Twitter, une question de Panda Vert, qui nous dit: y a-t-il un monde où Rennes peut espérer gagner contre Séville sans Camavinga et Nzonzi ? Non. Et en fait, après visionnage du match, je me demande s'il y a même un monde où ils peuvent espérer gagner avec ces 2-là. Je sais pas. Déjà, sans ces 2-là, non, vu le match de ce soir, je pense qu'il aurait fallu énormément de matchs dans la même configuration pour en trouver un où Rennes ne prend ne serait-ce qu'un point. Déjà, le match de ce soir où ils ne perdent que par un but d'écart, je pense qu'il n'y en aurait pas eu beaucoup si t'en faisais 10 des matchs entre ces 2-là. Après, avec Camavinga et Nzonzi, il y aurait quand même eu plus de possibilités pour les Rennais pour sortir de leur moitié de terrain, notamment en utilisant Camavinga sous pression. Parce qu'aujourd'hui, et je pense que ça va être un des grands thèmes, je pense, de ce podcast, les milieux français sous pression. Entre ce match-là et le match de Marseille face à Manchester City, le milieu Martin, Grenier, Bourigeau, et le milieu Camara, Rongier, et je ne sais plus qui était le troisième, Cuisance, même si c'en est mieux sorti. Je pense que là, il y a un thème quand même sur ces 2 matchs-là assez clair et qui ne va pas dans le sens de la formation française, des joueurs de Ligue 1 en tout cas. Alors, j'ai pas récupéré les XG de ce match Rennes-Séville, donc je vais parler dans le vide pendant quelques secondes, le temps que Florent trouve ça sur son fil Twitter, Christophe, mais ça finit quand même à 23 tirs à 2, et il y a eu une sensation de supériorité côté sévillane finalement assez rare en Ligue des Champions, parce que il y a des gros scores parfois, des 4-5-0, parce que l'écart de talent, l'écart individuel est énorme, et du coup des différences se font. Mais là, collectivement, il y avait une équipe qui savait ressortir proprement, qui savait libérer des joueurs au milieu de terrain, qui savait presser haut, qui savait défendre sur des transitions quand il le fallait. Et en face, il y avait Rennes qui n'arrivait pas à ressortir, qui n'arrivait pas à presser, qui n'a pas forcément essayé de presser plus haut qu'en bloc médian d'ailleurs, qui sur les transitions dépendait beaucoup du talent individuel d'Ndoku par exemple.
Vraiment, c'est. Alors, j'ai vu dans les médias, j'allais dire concurrents, mais pas du tout, parce que nous, on est petits et les autres sont gros, que ça parlait de marche trop haute, etc. Alors là, même au-delà du plan de jeu, en fait, t'as l'impression que Séville est beaucoup trop fort pour ce que peut proposer Rennes à l'instant T. Alors juste avant de laisser parler Christophe, l'XG que j'ai trouvé entre temps, ça finit, alors c'est sur Infogol, donc je sais pas quel est leur modèle, etc. Mais ça finit quand même à 2,50 pour Séville et 0,08 pour Rennes. Ah. Sachant qu'hier l'OM était à 0,05 il me semble. Donc voilà. Concurrent. Oui. Christophe. Ouais, j'enchaîne. Alors déjà pour dire, c'est absolument pas pour me lancer des fleurs, mais pour on va dire poser un peu le contexte du truc, c'est-à-dire que c'est un peu ça que j'imaginais quand on parlait, je sais plus si c'était l'épisode précédent ou il y a 2 épisodes, mais de, on va dire, la bataille de système tactique et le fait que je me disais qu'il y ait presque plus de chances, sans qu'il y ait forcément une énorme probabilité de gagner, mais pour Rennes face à Chelsea que face à Séville, parce qu'en gros, je me disais Séville va faire la même chose, mais beaucoup mieux, notamment dans le fait que voilà, les milieux soient beaucoup plus à l'aise sous pression, qu'il y ait finalement beaucoup plus d'armes à disposition et qu'au final tu puisses jouer avec un 9 qui soit globalement un 9 de surface, qui va être bon de la tête, qui va soit faire des remises, soit reprendre des centres, mais qu'au final t'aies pas forcément besoin d'un 9 qui soit en mesure de faire vivre le jeu. Autant Rennes a vraiment besoin que Guirassy soit ce point d'appui pour qu'ensuite ça vive autour de lui. Autant Séville, les différences sont faites en amont et t'as un De Jong qui sait pas faire grand chose d'autre que voilà, un peu ce point d'appui de la tête, etc. C'est pas gênant parce que tous les autres joueurs sont vraiment très bons tactiquement et même les recrues, si Pacuna, le latéral gauche, c'est vraiment faire pas mal de choses. Alors bien sûr dans les débordements, mais même dans les ressorties sous pression. Et globalement, je rejoins ce que disait Flo sur le côté Camavinga, Nzonzi, ça peut te permettre de lutter, c'est un peu sur ce domaine de l'entrejeu. Mais au final, je pense que tu as quand même beaucoup trop de manques et beaucoup de joueurs qui sont entre guillemets unidimensionnels parce que même un Navas par exemple qui va être excellent sur les centres, il va être en mesure de faire pas mal de choses sur même l'aspect relais sous pression, l'aspect positionnel, etc. que les Rennais. Enfin, tu vois, alors c'est pas contre particulièrement. Mais tu vois, autant Ndoku a des qualités très identifiées à ce niveau-là, il est encore jeune, etc. Autant dans un contexte de match comme ça, Martin, Grenier, tu te dis en fait ils peuvent même pas jouer vraiment sur leurs forces et tu te demandes même quelles sont leurs forces finalement dans ce contexte de match-là. Ouais, Florent, sur le début de match, et on va commencer par vraiment l'entame où Séville a démarré très fort. Ce qui est marquant, c'est comment Séville va presser Rennes, et Rennes à aucun moment va réussir à ressortir proprement et à construire. Alors que c'est ce qu'on avait particulièrement aimé lors du match contre Krasnodar. Et c'est là que tu vois qu'en fait, aujourd'hui, dans les poules de Ligue des Champions, il y a un tel écart entre la meilleure équipe de la poule et la moins bonne, que tu joues quasiment 2 compétitions. Là, aujourd'hui, tu joues contre Séville qui a étouffé tes centraux, et le nombre de longs ballons que Damien Da Silva a dû envoyer dans les 15-20 premières minutes, en espérant que Guirassy arrive à le gagner, que ça retombe sur Doku. En fait, c'est vraiment ça l'impression collective marquante de Séville, c'est que t'as une équipe qui n'arrive pas du tout à faire 3, 4, 5 passes dans un contexte qu'elle maîtrise et qu'elle cherche. Et autant, alors on pourra parler de Marseille après, on en parlera d'ailleurs, et du plan de jeu. Là, dans le plan de jeu, il y avait des idées, de l'intention et de l'ambition chez Rennes, mais t'es tellement dépassé que ton ambition, elle se voit jamais. Non mais t'es dépassé, mais le truc c'est que l'ambition de Rennes de jouer, de ressortir sous la pression de Séville, sans Camavinga et Nzonzi, c'est pas possible. Enfin, c'est pas tenable, et je comprends que les Rennais aient souffert sur ce point-là. Ce qui est plus problématique, à mon sens, pour les Rennais, c'est que sans Camavinga et Nzonzi, ils aient pas réussi à régler des soucis qu'on avait vus face à Angers. C'est les problèmes des des porteurs de balles non cadrés, des défenseurs notamment non cadrés côté sévillan, avec les quelques transversales notamment de Koundé, comme ça je l'ai placé, c'est déjà fait. 9 minutes, on peut le noter. Ouais. T'as pas battu ton record, mais bien joué Flo. Mais à côté de ça, en fait, autant que Rennes, sans Camavinga et Nzonzi, qu'ils aient souffert sous la pression de Séville, ça ne me surprend pas. En revanche, qu'ils aient autant souffert défensivement que ce qu'ils avaient souffert face à Angers, parce que ils n'ont pas réussi à corriger ce genre de problème, qui à mon sens était
plus simple à corriger peut-être sur ce match-là, entre les deux matchs en tout cas, parce que forcément Séville, et là je vais placer le fait que Julen Lopetegui en conférence de presse a quand même placé que c'était quand même étonnant qu'aucun journaliste ne lui pose des questions sur le Stade Rennais parce que c'était une très bonne équipe et qu'ils auraient dû, il a fait une petite leçon aux journalistes en disant vous auriez dû la regarder, vous auriez vu des choses intéressantes. Je pense que Lopetegui a vu clairement le match face à Angers et Séville a juste répété ce qu'a fait Angers, mais il a fait beaucoup mieux évidemment puisque la qualité des joueurs était bien meilleure. C'était avant qu'on sache que Camavinga et Nzonzi ne pouvaient pas jouer aussi, les déclats de Lopetegui sur la qualité de Rennes. Donc je pense qu'il était pas malheureux, malgré toute sa préparation de match, de tomber sur une équipe où les deux n'étaient pas là. Pardon. Oui, non, mais ça c'est sûr. Mais je pense qu'en fait, l'absence de ces deux-là lui a réglé des choses sur le plan défensif, c'est-à-dire à partir du moment où ils sont pas là, si on va les chercher haut, on devrait pas avoir de soucis défensivement. En revanche, offensivement, je pense que ce qu'il avait préparé ce soir, ça, sans ou avec Camavinga et Nzonzi, il aurait fait la même chose. Et ce qui est un peu gênant, c'est qu'il ait posé autant de problèmes. C'est-à-dire que moi, il y a un truc que j'ai pas compris côté Rennais sur le plan tactique, c'est l'individuel au milieu et le fait de caler Grenier sur Fernando. Parce que tu disais que c'était un 4-1-4-1, c'était presque un 4-2-3-1 sur pas mal de situations quand même. Oui. Ça a bougé au fil du match. On a l'impression qu'il y a eu des adaptations au fur et à mesure des difficultés rennaises. Mais c'est vrai qu'au début, t'as Grenier qui est sur Fernando, et après c'est du 3 contre 3, et ça t'amène quand même à des situations qui étaient, et notamment une séquence en première mi-temps, que j'avais relevé en direct, et que Julien Momon nous avait montré à la mi-temps, parce qu'il l'avait séquencé déjà. C'est cette séquence où Séville a la balle, je crois que c'est dans la zone de Koundé, t'as Grenier qui se déplace pour un petit peu aller s'opposer à Koundé, mais même pas sortir le cadré, quoi, c'est vraiment un déplacement comme ça. Et à côté, et derrière lui, t'as Bourigeaud et Martin qui se font balader par Torres et Jordan, qui se retrouvent tous les deux dans la même zone. Et en fait, au moment où il y a un basculement de jeu, c'est Martin qui est l'axial gauche qui se retrouve à aller couvrir la zone côté droit. Enfin, un truc qui, normalement, à ce niveau-là, n'existe pas, quoi. Mais... Et c'est vrai que cette organisation du milieu rennais, j'ai pas vraiment compris. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu fais une individuelle au milieu, c'est difficile de dire, d'aller cadrer un peu plus haut et d'aller chercher Koundé, par exemple. Je reste avec toi, Flo, parce qu'en plus, ça tranche un peu avec ce que prône Stéphane d'habitude, notamment avec son bloc très compact, très zonal, où c'est très très compact, notamment dans la largeur, où c'est pour ça d'ailleurs que Séville a souvent cherché à renverser, je pense. On l'avait déjà vu contre Krasnodar, où Krasnodar essayait souvent de changer d'aile. Mais c'est particulier de voir finalement ces trois milieux de terrain être très individuels, et ces centraux qui hésitaient quasiment à suivre les décrochages adverses, parce que du coup tu finissais avec une ligne de 6 parfois, et tu pouvais pas presser haut, et il n'y avait pas de... Les anglophones l'appellent l'accès en fait à l'adversaire, pour dire est-ce que tu peux aller presser ou pas, et tu voyais Guirassy qui était à 10 mètres de Carlos ou à 10 mètres de Koundé, et il suffisait qu'il y en ait un qui passe le ballon par-dessus Guirassy, qui lobe Guirassy pour Koundé, et là t'avais pas d'adversaire à 20 mètres en fait. Ouais. Et c'est ça que j'ai pas bien compris dans l'organisation rennaise, c'est que t'es trois milieux qui vont reculer parce que du coup chaque course les emmène, et que t'es personne qui va suivre les décrochages des attaquants. En fait, t'avais l'impression que s'il suffisait que deux joueurs fassent des déplacements différents à Séville pour que Rennes soit recul de 15 mètres. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi le choix du... Enfin, pour moi, ils ont joué en 4-2-3-1 en phase défensive. Pourquoi il a pas joué en 4-1-4-1 avec une couverture en effet plus une zone chacun. Il a fini en 4-1-4-1 d'ailleurs. Ouais, bah oui, ça c'est pas surprenant, mais c'est vrai que pendant pas mal de temps, et à partir du moment où tu fais 4-1-4-1, t'as Guirassy qui va se mettre entre un central et Fernando, et quand il y a la passe de Diego Carlos vers Koundé par exemple, bah t'as le deuxième relayeur qui sort dessus, et tu as le 6 qui bascule, enfin qui fait la couverture, qui compense, et ton 4-1-4-1 devient un 4-4-2, mais tu peux avancer comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas vraiment compris dans l'approche. Après, je me dis aussi que c'est peut-être une approche, certains diront qu'on cherche des excuses, mais que c'est peut-être une approche qui a été faite au dernier moment parce que Nzonzi et Camavinga n'étaient pas là. Christophe, parlons avec toi de Séville, puisque tu les connais mieux que nous, tu les vois plus souvent en grand spécialiste de la Liga. Est-ce que tu t'attendais à un match de cette qualité de la part de Séville, par rapport au début de saison que les hommes de Lopetegui réalisent, et notamment à certaines perfs individuelles dont on va parler après? Disons que je m'attendais à un truc moins complet. En gros, j'imaginais Séville vraiment cibler un point. Alors, t'avais plusieurs possibilités, mais le truc de base, quand tu vois cette compo-là,
C'est te dire Navas qui va prendre le couloir droit. En gros, tu fixes à gauche, tu renverses à droite, Navas attaque l'espace, il centre pour De Jong. Alors c'est arrivé évidemment, mais t'as eu une variété des attaques, le fait que bien sûr tu ressors plus facilement les ballons du côté d'Acuna, mais qu'Acuna puisse aussi être sollicité, notamment là sur la passe décisive qu'il fait sur le seul but du match. Globalement, j'ai trouvé, alors j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais j'ai l'impression qu'on doit être globalement sur une relative parité entre attaque côté gauche et côté droit, alors que parfois, même l'an dernier, ça penchait toujours du côté droit, du côté de Jesus Navas. Donc la suite, c'est intéressant, et du coup, ça te permet aussi de beaucoup moins dépendre de tes ailiers. Et tu vois, je suis un peu moins convaincu par le début de saison d'Ocampos que ce qu'il avait fait la saison dernière. Et je suis pas un énorme fan de Mounir El Haddadi, donc du coup, si t'as des bons latéraux, j'ai envie de dire que t'as moins besoin de tes ailiers, et que finalement, El Haddadi qui est un ailier, mais qui finalement est plus une espèce d'attaquant de couloir, lui peut se retrouver à la finition des actions. Alors il est pas bon spécialement sur la finition sur ce match-là, mais en gros, si la différence est faite en amont, eux ont plus des situations sur des derniers gestes que sur des différences d'un contre un à jouer pour ensuite faire des décalages. Donc je préfère ça. J'avoue que, alors c'est pas forcément un manque de respect, surtout que ça a été fait sur certains matchs depuis le début de saison, mais en gros, il y a quand même, je trouve, une part de l'identité de Séville qui se voit dans le fait de mettre Oliver Torres d'entrée de jeu, alors que sur certains matchs, notamment face à Chelsea, c'était plus du Rakitic. En gros, t'étais sur, en caricature à peine, un numéro 6 et deux numéros 8. Là, clairement, Oliver Torres, c'est plus une espèce de milieu offensif que tu repositionnes au milieu. T'es plus dans la lignée de ce que tu faisais les saisons précédentes avec Banega, avec vraiment un créateur au cœur du jeu. Je dis pas que ça fait tout, mais disons, en gros, à partir du moment où tu choisis un profil un peu plus offensif, tu pars du principe que tu n'auras pas besoin soit d'un Gudelj, qui est plutôt numéro 6, mais soit d'un Rakitic en tant que numéro 8, que tu peux te permettre d'avoir un profil qui a un peu moins d'abattage physique au milieu de terrain, et que tes deux autres vont assurer cette partie-là, et que le troisième va être capable d'assurer une partie un petit peu plus technique. Alors encore une fois, Oliver Torres assure sa part au pressing, il n'y a pas de souci, c'est pas non plus, même si c'est quand même plutôt un poids plume, il est capable de courir. Mais rien que ça, je suis pas sûr qu'il aligne forcément les trois mêmes milieux si en face t'as du Nzonzi, du Camavinga. Et ouais, non, globalement, j'étais assez convaincu par Séville, parce que finalement, on va dire le collectif et la structure et le fait de faire des différences relativement tôt sur le terrain, même de par Koundé qui va aller fixer, qui va aller faire les transversales. On rigolait avec Flo. On se disait, est-ce que quand il avait le Covid, il se faisait des ateliers transversales tout seul, parce que clairement, il avait une qualité de passe là-dessus qui était assez intéressante, mais finalement, ça te permettait d'avoir beaucoup d'occasions, et finalement, tes trois éléments offensifs font pas forcément un bon match, mais ils ont tellement de munitions qui sont amenées par les 7 derrière eux, que finalement, il n'y a pas... ça te met un peu en danger quand même, parce que t'as qu'un seul but d'écart, mais au final, le match, il se décide plus avec tes 7 joueurs, tes 4 défenseurs et tes 3 milieux, que tes 3 joueurs offensifs, parce que je pense que tu mets même les 3 offensifs freinés, t'as le même score. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, Flo, et on peut développer là-dessus, c'est le mouvement des trois milieux sévillans, où Fernando était en théorie le 6, mais il y avait tellement de mouvements quand Séville essayait de ressortir, que Torres pouvait finir dans sa position, que Joan Jordan pouvait finir dans sa position, que Fernando pouvait aller plus haut, il emmenait un joueur rien que par un déplacement, et de toute façon, il vaut mieux que ce soit Joan Jordan ou Torres qui reçoivent le ballon de cette zone que lui. Alors, Christophe a parlé du jeu long de Koundé, c'est vrai que c'est une donnée aussi importante de ce match, parce qu'il y a eu beaucoup de changements d'aile. Carlos d'ailleurs a pas mal progressé là-dessus aussi, pas mal de bons jeux longs. Tu peux te demander en fait comment ces mecs qui en Ligue 1 étaient dans des équipes dysfonctionnelles et du coup en souffraient, ont progressé aussi vite. Alors certes Séville ça bosse bien tu vois, mais tu te dis si en France on arrivait à construire des collectifs un peu plus ambitieux, un peu plus cohérents, où il y a du mouvement, de la mobilité, est-ce que ces mecs finalement seraient pas déjà aussi bons en France? Parce que certes Koundé a du potentiel, mais Diego Carlos par exemple, à aucun moment je lui voyais un potentiel titulaire dans une équipe qui va jouer les 3 premières places de Liga et qui peut aller en quart de finale de Ligue des Champions, quoi. Ouais, c'est là que Monchi est fort, et c'est peut-être là aussi pour ça qu'il aime bien recruter en Ligue 1, parce que il doit détecter chez ces mecs-là un potentiel, ne serait-ce que sur des échantillons très faibles, mais il a dû voir sur Diego Carlos quelques qualités qui n'étaient pas forcément utilisées par le système de jeu. Alors c'était Ranieri, je pense, quand il était à Nantes. Je me demande s'il a pas dû connaître un peu d'autres choses avant Ranieri. C'est ça.
Il était peut-être déjà là. Ouais, peut-être. Je sais plus quand est-ce qu'il arrive. Mais c'est peut-être là aussi que Monchi fait la différence. C'est-à-dire qu'il arrive à repérer des gens qui, dans des contextes pas forcément protagonistes et pas forcément, même si ce mot, les gens ne l'aiment pas, hein, n'est-ce pas, Raphaël? Tu avais été repris dans tes commentaires l'équipe à ce niveau-là. Je les lis pas, donc je sais pas. D'accord, mais c'est pas grave. Mais peut-être en effet que c'est une des forces de Monchi de repérer sur des échantillons très faibles. Par exemple, ce qu'a fait Koundé à Bordeaux. Bon, ça lui était demandé parce qu'il avait passé 6 mois avec Sousa, donc il devait un peu plus relancer que d'habitude, et même avant il l'avait montré. Mais avec des profils comme Diego Carlos, il avait peut-être repéré ça sur des tout petits passages, alors qu'en effet c'était pas du tout ce qui était dans le projet nantais à l'époque. C'est peut-être comme ça qu'il fait son marché et qu'il achète des mecs à bas coût, et que derrière les mecs ne progressent même pas, mais s'expriment en effet dans un contexte différent et se rendent compte qu'ils sont capables de faire certaines choses qu'on ne leur demandait pas auparavant. Autre grosse performance individuelle, et même encore meilleure, Christophe, c'est celle d'Acuna, qui est pas tout jeune d'ailleurs, qui est pas un mec qui vient de débarquer dans le monde pro, un Koundé ou un Doku par exemple, qui sont arrivés à Séville et à Rennes à des âges assez jeunes, pardon. Acuna, c'est 29 ans, latéral gauche, qui fait un très gros match, qui fait la passe D magnifique pour De Jong sur le seul but sévillan, et qui au-delà de ça a été limite le gros créateur offensif de Séville sur cette rencontre. Ouais, c'est ça. Et alors, j'avoue que je ne le connaissais pas particulièrement avant cette saison. Alors, les suiveurs du championnat portugais m'excuseront de cet oubli, mais j'avoue que je ne regardais pas spécialement le Sporting les saisons précédentes. Et quand je vois qu'en gros, il était, alors je sais pas quelle est la proportion, mais qu'il est capable de jouer milieu, alors soit axial, soit milieu gauche, j'ai tout de suite vu ça. Alors le côté milieu gauche, ça peut se voir dans ses débordements, même si des latéraux, dans l'absolu, ont des qualités de débordement et de centre qui s'apparentent à des milieux. Mais moi, finalement, ce qui m'intéresse le plus, c'est sa capacité à recevoir le ballon de haut jeu, à sortir de la pression. Je me souviens d'une action, alors c'est une parmi d'autres, il y en a évidemment d'autres qui sont peut-être plus intéressantes, mais où il est limite collé vers le poteau de corner, dos au jeu. Je sais pas si tu vois laquelle, je pense que c'est vers la 60e, mais finalement il se retourne, Oui, il élimine les deux adversaires et il obtient une faute. c'est Sopi qui le fauche, ouais. C'est ça, il y a Sopi, je me demande s'il n'y a pas Doku qui est un peu dans la zone, mais en tout cas il est dos au jeu, il y a De René sur lui, et il passe, mais même sans forcer le jeu, à la fois parce que, il a la qualité technique, la qualité des placements, etc., l'explosivité pour le faire, mais en plus, simplement parce qu'il a cette volonté, et parfois, alors je dis pas que ça dépend que de la volonté, mais il y a des joueurs qui se mettent des barrières un peu sans raison, entre guillemets, parce qu'il reste dans un rôle. Lui, tu vois qu'il a cette volonté de jouer, et c'est vrai que c'est très intéressant, et ça donne aussi un nouveau relief à Séville, parce que je pense que cette équipe va quand même pâtir du fait que Banega ne soit plus là, et que mine de rien, alors même si je parlais tout à l'heure de Torres, tu perds quand même en création axiale, tu es un peu obligé de réinventer tes circuits. Là, le fait que tu aies deux très très bons latéraux, alors je sais pas quel est le vrai niveau de Acuna, dans le sens, est-ce que ce qu'on voit depuis quelques semaines, c'est le joueur qu'il est, ou est-ce qu'il est un peu en surperformance et qu'il va retomber, redescendre un petit peu dans les semaines à venir à voir. Mais si c'est vraiment le joueur qu'il est, là, ça te permet en gros de contrôler le jeu par l'axe et ensuite de passer par les côtés, mais pas forcément en bout de chaîne. C'est-à-dire que tu peux ressortir tranquillement les ballons, et puis ensuite tu fais des triangles avec Oliver Torres, avec Mounir, etc. Et ça dit pas tout, mais c'est quand même aussi l'une des raisons pour lesquelles Rennes n'a pas cherché à presser. Je dis que ça dit pas tout parce que même là, avant qu'on enregistre, on écoutait les interviews d'après-match, et Grenier disait que globalement, l'idée générale, c'était de bien défendre, d'être solidaire, etc. Il insistait pas forcément sur des principes de pressing. Et je pense que l'idée générale de l'équipe rennaise était surtout de conserver le 0-0 de départ et de faire des différences si jamais l'espace s'ouvrait, mais voilà, de pas forcément aller au pressing. Mais même si tu sortais assez haut, d'avoir comme ça un latéral que tu peux servir sous pression, parce que c'est quand même un peu le point faible généralement quand tu ça tourne en rond, mais voilà, le central qui va chercher le latéral, tu le défends le long de la ligne de touche, etc. Bah là, finalement, Séville s'est trouvé un mec qui est pertinent dans toutes les zones du terrain. Et ça, c'est quand même, je vais pas dire que ça change totalement la donne, mais déjà, ça doit leur assurer une place en 8e de finale de Ligue des Champions et une ou deux bonnes saisons avec un poste a priori verrouillé. Ouais, plutôt une bonne nouvelle, parce que la succession de Reguilón s'annonçait pas facile. Et là, pour l'instant, ça marche plutôt bien. Christophe a mentionné, Florent, les joueurs bons sous pression. Ça va être l'occasion d'évoquer des joueurs qui sont pas forcément bons sous pression. Et là, les trois milieux rennais, Martin, Grenier et Bourigeaud,
ont un peu cassé la volonté de Rennes de ressortir. Alors, on pourra en reparler aussi sur le match de Marseille. Mais là, il y a un joueur qui m'a particulièrement marqué sur cette rencontre, c'est Martin, qui était le 6, le poste où Nzonzi joue d'habitude, et qui avait l'air terrifié à l'idée de se retourner. Alors notamment parce qu'il prenait pas l'info et du coup il savait pas s'il était pressé ou non. Il y avait des séquences où il pouvait ressortir. Mais moi, ce qui m'a vraiment choqué dans cette équipe, qui du coup, comme le disait Grenier, comme Christophe le répétait, pardon, voulait défendre et arriver à contre-attaquer, pourquoi pas, ou aller vite vers l'avant avec des Doku, des Terriers, comme Marseille aurait voulu le faire, c'est que les milieux à la récupération sont incapables de faire la première passe vers l'avant. Et ça, c'est quand même très très problématique. Quand dès que tu récupères le ballon, t'as tellement peur de le reperdre que tu rejoues avec ton gardien. Et je n'ai pas les stats de ballon joué là sous les yeux, mais je suis quasiment sûr qu'Alfred Gomis doit être dans les 3 ou 4 aînés qui ont touché le plus de ballons. Bah, déjà, tu rejoues avec ton gardien qui généralement fait un dégagement derrière. Donc en plus, tu la perds. Non, mais ça, c'est une problématique. Tiens, j'ai la stat, Flo, tiens, je vais vous faire un quiz rapide. À votre avis, combien de passes a réalisé le Rennais qui a touché le plus de ballons d'ailleurs? 58. Alors attends, ils étaient aux alentours de 97 à la demi-heure. Donc ils ont fini vers 300. Non, 35, 36. Alors le Rennais qui a fait le plus de passes a 48 passes. Le deuxième en a 41. Le troisième en a 38. Qui est premier? Da Silva. Christophe? J'ai envie de dire Da Silva, du coup je vais dire autre chose. Alors Aguerd rentre un peu plus tard, donc ça m'embête de dire Aguerd. Un latéral peut-être, sinon. Sopi. Non mais vous avez tous les deux faux, et j'avais même faux en le plaçant troisième ou quatrième, parce que c'est bien Alfred Gomis avec 48 passes. Ah oui. Ouais, deuxième Damien Da Silva 41, troisième Jonas Martin 38, Jérémy Doku 9, Martin Terrier 16, Serhou Guirassy 14. Ce qui est presque miraculeux dans ce match. Daniele Rogani 3, merci pour ce caméo Daniele. Qui s'est blessé sur sa première intervention défensive. Non mais voilà, du coup je parlais de ça, mais Flo, ça permet d'appuyer un peu plus ce que tu allais dire sur ces milieux qui rejouent vers l'arrière. Oui, non, mais c'est très problématique en fait, et c'est quelque chose en plus que j'ai repéré au gré des matchs que j'ai pu visionner ou séquencer cette saison. Il y a eu Bordeaux, il y a eu Marseille, et là du coup bon, il y a le visionnage de Rennes. C'est que il y a un vrai souci dans la gestion des transitions. C'est-à-dire qu'une équipe, j'ai l'impression qu'une équipe française qui est appelée à, ouais, je vais généraliser, je m'enflamme un peu, qui est appelée à souffrir sur un match. C'est-à-dire, voilà, les mecs, ils savent qu'ils vont affronter une équipe meilleure qu'eux. Du coup, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont recevoir la balle? Leur priorité, ça va être de pas la perdre. Très souvent. C'est-à-dire, on a la balle, eh ben, on va la conserver parce que l'objectif, c'est pas c'est pas de marquer un but, c'est de casser, on va dire, le temps fort de l'adversaire, et on va essayer de lancer une séquence où on va garder la balle, et comme ça, on va arrêter de souffrir défensivement. Sauf qu'en fait, en vérité, souvent dans ces situations-là, la chose qu'il faut faire, c'est justement prendre des risques. C'est pas essayer de lancer un temps de jeu pour essayer de garder le ballon sans avoir spécialement d'objectif. L'objectif, c'est surtout face à un adversaire qui va te dominer, qui va être dans ton camp et qui va te mettre la pression avec beaucoup de joueurs dans ton camp. L'idée, c'est de le mettre hors de position et de chercher très vite à jouer dans son dos. Et donc de faire des passes plus risquées. Et du coup, j'ai vraiment l'impression que la majorité des équipes françaises, et je le voyais notamment avec Bordeaux sur le début de saison, et je pense que ça se voit là, c'est que la priorité de ces joueurs-là, quand ils récupèrent la balle, c'est pas de faire mal, c'est de casser le temps fort de l'adversaire en gardant le ballon. D'où ces passes en retrait, d'où cette absence de jeu vers l'avant. On cherche un soutien, on se dit on va faire 3-4 passes, on va réussir 2-3 passes et on va lancer un temps de jeu. Alors qu'en fait, même si je caricature et c'est pas aussi simple que ça, mais quand tu veux jouer en transition, l'important c'est pas de faire 2-3 passes, c'est de réussir la première, qu'elle soit vers l'avant et qu'elle te fasse avancer. Et j'ai l'impression que c'est plus un état mental et dans la manière de comment dire, de lire la situation que la capacité technique à le faire, parce que c'est vraiment une passe vers l'avant, c'est pas forcément plus compliqué qu'une passe en retrait, hein, il suffit de s'orienter différemment. Mais en plus, Flo, tu vois, autant il y a des équipes qui à la récupération vont faire un petit temps de conservation dans un espace fermé pour attirer le pressing et derrière attaquer dans le dos. Ouais. Mais là, Rennes n'en était pas du tout capable, tu vois. Non, donc peut-être que tu essayes de le faire et puis après 15 minutes, tu te dis bon, on n'arrive pas quand on revient jusqu'à Gomis
à ressortir et à refaire un temps de possession pour construire. En fait, on garde pour finir par jeter parce qu'on peut pas faire autrement. Est-ce que sur la première, la deuxième passe, on peut pas tenter d'aller chercher directement quelqu'un qui va être libre, ou Terrier ou Doku dans la profondeur? Alors, c'est facile à dire après le match de dire il aurait fallu faire ça, tu vois. Mais c'était un des gros soucis de cette rencontre quand même, à partir du moment où tu dis on ne pourra pas faire d'autres plans de jeu que ça. Oui, mais et d'ailleurs, par rapport à cette histoire de première passe, il me semble, j'ai plus l'action parfaitement en tête, mais et je fais une petite transition vers le match de Marseille dont on va parler après. Mais il me semble que Rongier, s'il est orienté différemment, il peut faire une passe vers l'avant qui touche Radonjic directement, quoi. Après, est-ce que c'est une bonne idée? Ouais, non, oui, ça c'est une autre question. Mais dans l'intention de jeu, c'était une bonne idée. Après, bon, faut voir à qui tu la donnes. Parlons d'un autre attaquant avant de partir sur le PSG. Christophe, c'est une question de Soredondo sur Twitter, qui nous demande si Ben Yedder n'aurait pas finalement dû rester à Séville quand on voit le manque de qualité au poste de 9. Et sous Lopetegui, ça aurait pu être énorme, non? Nous demande Redondo. C'est vrai que quand tu vois que De Jong est aujourd'hui titulaire un peu par défaut, alors qu'est-ce que c'est l'an dernier ou il y a 2 ans que ça avait recruté Chicharito pour le concurrencer, je ne sais plus. C'était... il reste 6 mois. Je me demande si c'est pas les 4-5 premiers mois de la saison dernière. Bah, peut-être. Alors là, c'est En-Nesyri qui est son concurrent, en théorie. C'est ça. Mais enfin, on va dire que De Jong débute la saison dernière comme titulaire. Il rate à peu près tout dans toutes les positions, alors que parfois il s'emmène un peu l'occasion tout seul. En-Nesyri passe devant lui, alors c'est un peu à la louche, hein, mais en gros à l'automne, et reprend progressivement le dessus. Et au final, De Jong se relance, termine la saison titulaire et gagne la Ligue Europa. C'est pas lui tout seul qui la gagne, mais il marque les buts décisifs. Mais ce que je comprends pas, c'est le truc genre Ben Yedder vient à Monaco pour être sûr d'être à l'Euro. Bon, déjà, il s'est fait avoir par le Covid. Ça, c'est dommage. Bon, après, j'imagine qu'en termes de salaire, c'est plus intéressant. Mais est-ce que t'aurais pas été mieux pour aller à l'Euro en gagnant la Ligue Europa avec Séville, en claquant 20 buts sur ta saison? Bah alors, il y a déjà 2 choses. La première, c'est, on va dire, ta question initialement formulée, est-ce que Séville aurait pas été mieux en gardant Ben Yedder? C'est vrai qu'avoir Ben Yedder, ça t'offrait un deuxième profil intéressant parce que, par bien des aspects, quand même, De Jong et En-Nesyri, ça ressemble quand même beaucoup. Majoritairement bons dans le domaine aérien, ils sont capables de faire d'autres choses. Mais ça reste quand même plus des gabarits, plus que des joueurs qui vont vraiment être très bons pour prendre la profondeur. Ils vont être capables de faire des passes, mais voilà, c'est pas incroyable non plus. Ben Yedder t'offrait quand même à la fois, alors même si c'est pas forcément le projet, une capacité de jouer à 2 attaquants. Tout quand il était avec André Silva, notamment, c'était très décent. Et Ben Yedder, c'est pas uniquement un joueur de 4-3-3, alors que je pense que En-Nesyri, De Jong vaut mieux qu'ils soient un peu tout seuls. Je les ai pas spécialement vus bons avec des joueurs qui tournaient autour. Et c'est vrai que Ben Yedder avait un gabarit, plus de vivacité sur les appuis, etc. Donc c'est sûr que pour Séville, ça t'offrait une variété. Pour lui, la question peut se poser. Après, c'est toujours plus difficile de juger ça sur le regard des joueurs parce qu'il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en jeu. Mais c'est vrai que tu peux même pas juger forcément une amélioration du cadre de vie quand tu passes de Séville à Monaco. Séville, c'est quand même très très joli, très agréable quand t'es joueur de foot. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être la volonté de jouer en France ou autre, mais c'est pas comme si tu passais, je dis n'importe quoi, mais de Liverpool ou de Manchester, enfin des villes plutôt pluvieuses, etc., pour aller dans le sud de la France. Là, c'est sûr qu'il doit y avoir des raisons, mais sur le plan sportif, c'est pas incroyable d'être passé à Monaco parce que t'as même pas plus plus grand rôle ou plus de balles de but ou autre, quoi. Parce que je pense que si Ben Yedder était resté du côté de Séville, ça resterait un joueur majeur de l'effectif parce que depuis tout à l'heure, on parle du fait que Séville a des super joueurs techniquement, etc. Maintenant, enfin, tu listes les noms. Jesus Navas, il a 35 ans. Acuna, on le connaissait pas spécialement là cette saison, mais il est en Europe depuis 3 ans. Fernando, c'est un bon numéro 6, mais il a pas non plus une carrière incroyable. Enfin, Johan Jordan, c'est un joueur qui était dans des clubs de milieu de tableau de Liga avant de débarquer à Séville l'année dernière. Donc, ce sont des joueurs bons, référencés ou autres, mais Ben Yedder, finalement, avait absolument rien à envier et ça aurait été l'un des joueurs majeurs de cette équipe. Donc, c'est vrai que pour les deux parties, tu peux te dire c'est un peu dommage que ça se soit arrêté. Après, peut-être que lui est très content d'être à Monaco, je sais pas. Mais ça aurait pu être intéressant pour Séville d'avoir encore un peu plus d'armes, parce que je pense que si tu fais rentrer Ben Yedder à la place de En-Nesyri, peut-être que ça t'offre d'autres alternatives et ça te permet aussi, comme je le disais, de bouger ton système tactique
de pourquoi pas sortir un milieu pour passer en 4-4-2 ou autre si jamais le besoin s'en faisait sentir à un moment. Un petit point sur les stats de Jong avant de changer de sujet, parce que Flo en a marre de Rennes. L'an dernier, 10 expected goals, je vais y arriver, 6 buts. Cette année, 0,14, 2 buts. Donc ça, la chance a tourné pour lui. Très efficace cette saison. Alors ça pourrait ne pas durer du coup, parce qu'il est en surperformance complète. Mais l'an dernier, en effet, il avait bien croqué. Est-ce qu'on a assez parlé de Koundé, Flo ? Oui, on a mentionné ses transversales sur ce match que personnellement j'ai un peu découverte. Je l'avais jamais vu en lâcher autant aussi rapidement. Coupe de cheveux à la Nathan Ake aussi pour ce retour de on va dire d'isolement. Mais non, très très bon match de sa part. Pas grand chose à redire. Et j'espère une convocation rapide, histoire de le voir en équipe de France. Mais bon, là c'est plus le supporter qui parle. Et la défense centrale de Séville qui continue d'être un danger dans la surface, parce que Diego Carlos 4 tirs, Jules Koundé 3 tirs, 5 duels aériens gagnés pour Koundé, et 4 pour Carlos. Quand même les mecs, l'ancienne Ligue 1 en difficulté, qui se retrouve à être une des meilleures défenses centrales d'Europe. Donc quand ça bosse et que ça progresse, tu peux faire de grands joueurs, de joueurs qui n'étaient pas dans les bonnes conditions auparavant. Passons au Paris Saint-Germain, qui est allé gagner 2-0 en Turquie contre Başakşehir. 2-0 avec des buts de, messieurs, est-ce que vous vous souvenez ? Moïse Kean. Enfin, Ken, faut dire, je crois, maintenant, il me semble. Oui, j'ai l'impression que ça tend de plus en plus vers la prononciation de l'attaquant anglais, en fait. C'est plus du... Alors, il n'y a pas le Hey, mais c'est Ken, quoi. Moïse Kean. Ouais. Voilà, Moïse Kean qui a marqué donc un deuxième doublé de suite, qui avait d'ailleurs validé un des paris de Flo lors de l'épisode précédent. Oui. Paris à 6. Le plus grand pari de l'histoire de Vue-du-Banc. Bon, dit comme ça, c'est pas très impressionnant du coup, et ça ne met pas beaucoup en valeur. Mais victoire 2-0 du PSG. Pour autant, le match, Flo, je reste avec toi, collectivement, a pas été plus enthousiasmant que celui contre Manchester. L'adversaire était juste plus faible. Beaucoup plus faible, oui. Je pense sincèrement que si Başakşehir avait eu un joueur de talent devant, je pense que Başakşehir met au moins un but et peut-être ouvre le score. Parce que c'est vrai que sur l'ensemble du match et particulièrement sur la première mi-temps, j'ai trouvé Paris de toute façon dans la lignée de ce qu'ils ont montré face à Manchester. Et on va pas faire long sur Paris, c'est pour ça qu'on a fait long sur Rennes, c'est parce que voilà, ouais. Si vous voulez savoir comment ça s'est passé, écoutez le podcast de la semaine dernière. Ouais, c'est ça, mais quand tu vois il y a une séquence en première mi-temps qui est, je pense, la plus parlante possible. On est dans le camp parisien, séquence de possession pour Başakşehir. Neymar est blessé, il est en train de se faire soigner au bord du terrain. Les Parisiens sont 6 à défendre et voilà, ils sont 6 à défendre et il y a les mecs de Başakşehir qui construisent et on se retrouve quand même dans une situation où tu as un milieu, je pense, de Başakşehir qui est, on va dire, dans le demi-espace droit, qui décale l'ailier de Başakşehir qui est sur l'aile, qui n'ose pas déborder, du coup, qui remet au milieu de terrain dans le demi-espace droit. Et ils font ça, il y a 2-1-2, je pense, peut-être entre les deux, sans qu'il y ait de frappe, sans qu'il y ait de danger pour la défense parisienne. Mais c'est surréaliste de laisser faire ce genre de situation. Et je comprends pas, Donc c'est exactement la situation où Rashford a marqué la semaine dernière. Hein. En plus, oui, c'est vrai, c'est la situation qui se répète. Mais je n'arrive pas à comprendre qu'il y ait aucun joueur, voire le gardien de but, parmi les 6 qui défendent, et donc les 7 en ajoutant le gardien, pour gueuler sur les 3 autres de devant et leur dire on veut bien se sacrifier, on veut bien courir pour les autres, mais là, on est réduit à 10, Neymar est pas là, ça serait bien qu'il y en ait un ou deux quand même qui reviennent et qui fassent l'effort. Et ça, je le comprends pas, et je pense que cette séquence-là symbolise parfaitement les problèmes et les limites de ce PSG là. Je vais poser une question un peu moins proche du terrain, Christophe, mais est-ce que c'est pas paradoxal de voir Tuchel dire que le cœur de son équipe et l'âme de cette équipe et son capitaine, sa valeur sûre, c'est Marquinhos qui est au centre du jeu, et lui n'a aucune influence sur le repli défensif des joueurs devant lui, tu vois. C'est-à-dire que le rôle un peu de ce mec-là, qui est censé être ton âme, ton capitaine, ton leader, et du coup que tu mets au centre du jeu pour ça et tu vas délocaliser Danilo, c'est aussi
comme il disait, pour aider les autres, mais est-ce qu'un capitaine n'a pas aussi la responsabilité de demander aux autres d'aller les aider, tu vois? Parce que là, ça passe contre Başakşehir, mais contre Manchester, on a vu que ça passait pas. On sait très bien que quand ça jouera contre une équipe plus forte ou aussi forte que Manchester, ça ne passera pas à nouveau. Et alors, tu mises encore sur le fait que tu vas te qualifier malgré d'énormes difficultés et une faiblesse collective, et qu'il va falloir switcher ton mode, comme on a dit la semaine dernière, ton plan de jeu, ton projet de jeu, à partir du moment où tu arrives sur des échéances importantes qui vont motiver les gars. Mais tu vas plus avoir le format Final 8, enfin, peut-être que tu vas l'avoir, mais tu vois, je crois beaucoup moins au fait que les Parisiens vont être capables de se bouger sur 2-3 matchs s'il y a 3 semaines entre chaque match. C'est comme s'il y avait des playoffs NBA, où on faisait la comparaison avec le Cleveland de LeBron James et Kyrie Irving, s'il y avait des playoffs NBA, mais il y en avait un en mars, un en avril, un en mai. Est-ce que comme ça, d'un match à l'autre, quand tu vas jouer contre Dijon et pas défendre, et la semaine d'après ou 5 jours après, devoir te défendre collectivement contre, je sais pas, l'Inter, Dortmund, tu vas pouvoir le faire. Je suis en train de m'énerver en parlant, donc Christophe, quel est ton avis sur le match? Non, mais en fait, déjà sur le début de ta question, j'allais partir sur un truc qui était limite pas spécialement hors terrain, mais sur un peu le charisme de Marquinhos, sur le fait de me dire, j'en sais rien, je suis pas dans le vestiaire, mais vu de l'extérieur, est-ce que Marquinhos est en capacité, quand il gueule un peu, s'il gueule, de dire à Neymar ou à Mbappé de se replacer? Est-ce que ces deux-là vont l'écouter? Je sais pas, mais ça, c'est à la limite. Peut-être que, enfin, t'as des fois des forces tranquilles et les mecs qui ont des dynamiques et des responsabilités à l'intérieur du vestiaire dont on se rend pas forcément compte. Donc ça, à la limite, enfin, j'ai des réserves, mais je peux pas être définitif. Mais là où je te rejoins aussi sur Marquinhos, parce que c'était la deuxième partie de ta question, c'est moi pour le coup, je suis pas spécialement choqué de voir l'inversion Danilo Marquinhos. Si, alors effectivement, tu peux y voir aussi une forme de semi-foutage de gueule envers Leonardo, même si je pense que si vraiment Tourelle voulait troller totalement Leonardo en lui disant tu recrutes des joueurs un peu pourris, il ferait pas du tout jouer Danilo. Mais peut-être qu'il a vu quelque chose, notamment sur le gabarit de Danilo, qui peut en faire un bon élément en défense centrale et qui veuille considérer que Marquinhos est capable de mettre plus d'intensité que Danilo au milieu de terrain, dans l'entrejeu. Ce qui là peut se justifier effectivement, mais Marquinhos au milieu de terrain, mais peut-être plus d'intensité que Danilo, mais n'en met pas suffisamment, et n'est pas suffisamment charismatique, et n'emmène pas suffisamment le groupe pour vraiment totalement changer la dynamique. C'est-à-dire peut-être qu'il met 10-15% de plus dans pas mal de domaines que Danilo, mais t'as pas, j'ai n'importe quoi, t'as pas Roy Keane, quoi, t'as pas de mec qui va totalement transformer ton milieu de terrain. Donc du coup, tu le mets là, ça va peut-être en gros, transformer des grosses faiblesses en faiblesses moyennes, mais c'est pas ça qui va te permettre de jouer en 4-2-4 avec 4 joueurs qui sont séparés des 6 de derrière. Et clairement, tu peux te poser la question de savoir quel est le meilleur poste de Marquinhos, et est-ce que véritablement il faut chercher à boucher un peu les trous au milieu de terrain, ou est-ce que tu fais totalement l'impasse un peu sur ce secteur de jeu-là, et finalement tu dis on remet Marquinhos en défense centrale parce que c'est lui qui va mieux te permettre de défendre ta surface, et en gros tu fais un foot avec 2 surfaces et un ou deux créateurs qui seront amenés à reculer, alors a priori plutôt un en la personne de Neymar, mais en gros de faire limite l'inverse de ce qu'a fait Séville, quoi, et d'avoir Neymar qui va te mettre le ballon en zone dangereuse, et Mbappé, Keane, Ken, enfin voilà, qui seront en mesure de faire des différences sur le plan offensif. Mais je t'avoue que j'ai vu ce match, alors une partie chez Florent, l'autre partie où je marchais vers chez Florent, donc je regardais sur mon téléphone portable dans les rues de Bordeaux, j'avais aucune autre distraction, donc j'étais vraiment focus sur le match pendant 45 minutes. Et honnêtement, c'était nul en fait. Et je me disais, moi je suis spectateur neutre, donc j'espère voir un truc un peu sympa. Et c'était pas très sympa. Mais même je me dis, je suis supporter parisien. T'as la victoire, ok, c'est super. Tu te relances un peu dans la course à la qualif. Disons que tu te mets pas en danger pour te qualifier pour le tour suivant. Mais honnêtement, tu vois même pas ce que t'es capable de construire là-dessus. Et même si jamais t'allais loin, ça reposerait presque plus sur des individualités, et donc sur un truc un peu abstrait de Neymar qui va hausser le curseur, etc., que sur une construction d'effectifs. Et du coup, ça sera un truc sur lequel tu peux même pas construire une idée d'épopée, de progression ou autre. Ça serait juste, ce mec-là a décidé de te faire gagner les matchs, bravo à lui. Mais tu ne peux même pas emmener totalement les supporters et créer un peu un truc dont tu reparleras dans 10 ans, quoi. Donc je trouve qu'au-delà des résultats, en plus, t'es même pas en train de totalement écrire ton histoire dans les proportions dans lesquelles tu pourrais le faire. J'ai déjà l'impression que personne ne reparlera du Final 8 dans 2 mois, donc dans 10 ans, tu vois. Alors que tu vas en finale de Ligue des Champions quand même. Mais c'est peut-être la fraîcheur et le fait que maintenant, comme on est toujours dans l'actu foot,
Là, les performances moyennes du PSG effacent ce qui s'est passé en août. Mais je sais pas, j'ai l'impression que le format, plus les performances, plus l'état du club dilue un peu ce qui s'est passé, l'accomplissement sportif objectivement pas mal d'aller en finale de Ligue des Champions. Les compos, parce que je les ai pas encore donnés. On va commencer par le PSG, Navas dans les buts, 4-4-2 avec Florenzi, Pereira, Kimpembe, Kurzawa derrière. Vous avez vu, j'ai commencé par le latéral droit pour vous faire plaisir, même si je trouve ça idiot. Di Maria à droite, Herrera, Marquinhos dans l'axe, Neymar à gauche, même si ça c'est affiché sur Ousscorn, mais il a plus joué en 10 qu'à gauche, parce que Mbappé s'est pas mal déporté, et Keane est resté dans l'axe, et donc Mbappé, Kane devant. Du côté turc, Gunok dans les buts, une défense où on connaît pas mal de joueurs. Bolingoli, je l'ai déjà vu jouer, mais pas à Başakşehir. Je sais plus où il a joué, mais je l'avais déjà vu jouer, parce que je me rappelle du nom. Et Poureanu dans l'axe, avec évidemment Martin Skrtel, qui a des cheveux maintenant, qui fait la trajectoire Cosmidis inversée, en fait. C'était chaud, personnellement. Raphaël dans le latéral droit. Mehmet Topal au milieu de terrain, avec des expressions faciales assez mythiques sur l'ensemble du match. Tourouch à gauche, Kaveji. D'ailleurs, ça faisait un peu non-corse, Kaveji, à chaque fois qu'il le prononçait à la télé, ça m'a perturbé. Et Oscan en relayeur. À droite, Visca, qui est pas mal revenu dans l'axe et qui sera qualifié de diamantine de la rencontre. Parce qu'il est avec 9 tirs, donc je pense 6 en dehors de la surface, pas cadré. Et en pointe, l'ancien Bordelais, le bijou de la Gironde, Enzo Crivelli. Le bison, même, plutôt. Le bison, qui a été Crivelli, quoi. Qui a pris son carton au bout de 1 minute 53 secondes de jeu, je crois. La bagarre. Sur Kurzawa. Mais, il a gardé quelques ballons d'eau au jeu et un peu fait souffler ses partenaires, parfois. Alors, on peut lui reconnaître ça. Oui. Après, son principal problème, c'est que sa technique le rend difficilement opérant dans la zone de vérité, ce qui est un peu gênant pour le joueur qu'il est, en fait, et le gabarit qu'il a. Mais non, ouais, enfin, face Başakşehir, c'était quand même assez compliqué, et notamment sur le plan technique, notamment au milieu de terrain. T'avais l'impression quand même qu'il y avait pas mal de joueurs. Si t'ajoutais juste un élément capable de faire un contrôle orienté plutôt solide, t'aurais pu poser plus de problèmes à ce PSG-là. Mais bon, après, je sais pas si on peut rajouter quoi que ce soit par rapport à ce qu'on vient de dire déjà. Ils ont quand même tiré 16 fois, hein, malgré tout ça. Ouais, mais c'est inquiétant pour Paris. Je ne sais pas d'ailleurs ce qu'ils avaient fait en termes de tir face à Leipzig la semaine dernière. Il me semble que c'était genre 15 fois moins. Non, c'est pas impossible, j'ai pas le chiffre sous les yeux. 7 tirs la semaine dernière. J'abuse, c'est 7 tirs la semaine dernière. 7 tirs. Ouais, c'est quand même 2 fois plus. Ouais. Et enfin quasiment un peu plus même, mais enfin un peu moins. Mais par rapport au prochain match du PSG dès la semaine prochaine face à Leipzig, disons que j'espère que les Parisiens ne défendront pas à 6 contre Leipzig. Sinon, ils risquent d'être surpris, malgré le fait que Leipzig en ait pris 5 ce soir. Et d'ailleurs, ça les rendra peut-être un peu plus dangereux. Mais non, mais vraiment, Paris a gagné, mais il y a rien de positif à tirer de ce match, surtout qu'en plus, a perdu Neymar pour blessure. Oui, alors il y a la blessure de Neymar, mais et on a été assez critique envers lui récemment. Je sais pas si Christophe t'as été attentif à la deuxième période, donc peut-être que t'auras pas de mots à dire là-dessus. Mais j'ai trouvé la deuxième mi-temps de Mbappé vraiment très 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 bonne. À la fois dans la participation au jeu et dans ses choix dans les 30 derniers mètres, où il a été très altruiste, mais pour créer vraiment des très bonnes occasions avec quelques extra passes, avec d'énormes différences individuelles. D'ailleurs, il finit avec une note assez élevée sur Ousscorn parce qu'il claque 2 passes D et il crée beaucoup de différences. Et alors, il y a toujours ce truc, est-ce que Neymar, même nous, on n'est pas... Enfin, moi je suis pas très partisan du Neymar Mbappé à long terme, parce que je pense que, vu qu'aucun des deux ne veut défendre, ça tiendra pas. Reste à choisir lequel tu prolonges pas, mais bon, je pense que tu n'auras pas vraiment de choix. Mais est-ce que à court terme, sur les matchs de Ligue des Champions contre Leipzig et Manchester au retour, par exemple, il vaut mieux pas qu'il y en ait un seul des deux dispo, vu que tu n'arrives pas à construire collectivement avec les deux? Ouais, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que je vais te dire oui, mais on va arriver sur un match important et les deux vont vouloir défendre, ou au moins l'un des deux, et finalement tu vas t'en sortir. Je pense que le format Final 8 sur un match unique les avantageait quand même pas mal. Alors même si Mbappé n'était pas forcément dispo sur le tout début de la compète, mais que si déjà tu refais la compète sur match aller-retour l'an dernier, tu vas peut-être en finale, mais c'est même pas forcément garanti.
Et... Parce qu'il faudra reparler de ce match lunaire où Dortmund vient pour rien au Parc des Princes. Oui, non, ça, enfin, j'ai l'impression qu'on en parle assez souvent, mais c'est vrai que Dortmund, au-delà du fait que le match aller est pas forcément bien payé, vu la domination qu'il y a, les ratés, au retour, c'est l'un des... Si tu prends le rapport entre la valeur moyenne d'une équipe et la performance livrée et l'enjeu du match, c'est l'une des pires performances qu'on a vues depuis qu'on fait ce podcast, hein, honnêtement. Même le contraste match aller, match retour, où match aller, t'as l'impression que c'est une des 3, 4, 5 meilleures équipes d'Europe collectivement, et au deuxième match, qu'ils veulent pas jouer cette compète. Ouais, non, t'as l'impression que le match est truqué. Alors j'imagine que non, hein, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Alors tant mieux pour Paris, mais disons, tu voyais ça, tu te disais pas, ah putain, Paris, incroyable, ils ont retourné la situation à la force du poignet, quoi. C'est bon, bah en face, ça a pas joué, donc bah ils ont fait le boulot, ils ont inversé le truc, mais tant mieux. Mais c'est vrai que c'est toujours difficile parce que si on arrive sur, alors on verra où on en sera au niveau du virus, etc. dans quelques mois. Sur le format match unique, je pense que t'as beaucoup plus de chances de t'en sortir quand t'as le meilleur joueur du match et quand t'as même Neymar Mbappé. T'as parfois, selon le type d'adversaire, mais les deux meilleurs joueurs du match ou deux d'être meilleurs joueurs. Enfin voilà, donc là-dessus, ça pourra te suffire. Maintenant, oui, ça te plombera toujours ta construction collective à partir du moment où eux s'écartent de tout ça. Juste pour finir sur ce que tu disais au début sur la bonne deuxième période de Mbappé, moi en gros, ce qui m'a marqué, c'est que je discutais avec un ami pendant que j'étais dans le train quelques heures auparavant en regardant la performance de Joao Félix la veille face à Salzbourg lors de la victoire 3-2 de l'Atlético. En regardant, alors j'ai pas forcément vu le match, hein, mais ne serait-ce que ces touches de bail, les highlights, etc. Où je voyais qu'il fait énormément de différence. Et en gros, je me disais, tout ça, Mbappé, c'est pas forcément le faire. Vraiment, alors pas tout, hein, mais il y avait pas mal de contrôle de haut jeu, d'élimination sur la première touche, vraiment un côté très meneur. Et au final, je me disais, alors c'est très bien, mais Mbappé fait autant de différence, mais sur des choses qui semblent plus simples, juste parce que parfois il a des avantages, on va dire face au jeu, où il s'est touché la balle face au jeu, et deuxièmement sur ses qualités physiques, sur sa conduite de balle, etc. Il fait parfois des différences qui semblent plus simples et qui sont au final aussi nettes. Et c'est ça qui me semble intéressant, c'est que en gros, Joao Félix, t'as l'impression qu'il a fait un match incroyable. Alors c'est vrai qu'il a fait des différences de décalage, mais à chaque fois, ça a l'air dur parce qu'il doit, comme je te disais, il doit se mettre face au jeu, il doit faire ses passements de jambes, il doit faire vraiment la bonne orientation dans la touche de balle, etc. Alors que Mbappé a quand même des qualités naturelles, comme je le disais, dans la manière de conduire le ballon, de faire la différence sur les premiers mètres, sur les premiers pas, sur des dribbles qui en sont, mais qui en sont à moitié. C'est-à-dire que c'est pas des dribbles forcément ultra évolués, c'est simplement le fait de faire, en gros, d'envoyer l'adversaire dans le zig et de partir dans le zag, comme dirait une légende du commentaire sportif français. Bah, le truc, c'est que son zag est tellement explosif que même si le zig est moyen, tu vois. C'est ça, en fait. C'est ça qui me semble intéressant. C'est-à-dire que des fois, tu dis, enfin, ça a l'air presque facile, t'as l'impression qu'il force pas, que c'est rien d'incroyable, mais il va éliminer plus d'adversaires que quasiment n'importe qui en Europe. Et c'est vrai que là-dessus, s'il garde ça, ça restera quand même un top joueur. Je sais que certains nous ont un peu reproché de critiquer sur notre épisode spécial équipe de France certaines attitudes qu'il avait quand il décrochait trop pour participer au jeu. À partir du moment où il se retrouve face au jeu et qu'il est capable d'éliminer comme ça reste un joueur qui a peu d'équivalent en Europe. Et il faut qu'il garde ça quand même parce que sa contribution défensive est quand même relativement nulle. Et c'est un article de The Independent, alors c'est pas le seul à décrire ça, mais qui décrivait que globalement les matchs de foot de très haut niveau maintenant se jouent beaucoup sur le pressing, sur les plans du pressing, et le PSG va totalement à rebours de ça, donc il lui faut forcément un décisif dans le dernier tiers de terrain, parce que quand t'as pas de plan pour presser, pour contre-presser maintenant, tu te trouves dans des situations comme là, on l'a vu tout à l'heure sur le match, où t'as presque pas d'entre-jeu quand t'es en 4-2-4 et où t'as le ballon, et puis si tu le récupères pas tout de suite, ensuite tu dois subir et tu te recroquevilles sur ton but, et tu n'as pas totalement la maîtrise du jeu finalement. Bon, ce soir, Mbappé, enfin hier soir du coup, c'est 4 tirs, 5 occasions créées et 9 dribbles réussis. Je pense pas mal en deuxième période, j'ai pas la comparaison là, mais la deuxième où il y avait pas mal de transitions pour Paris et où il a été très juste dessus. Il pourrait avoir une troisième passe D d'ailleurs où Sarabia est un peu court sur une passe vraiment devant le but. Donc très grosse deuxième période de Mbappé à noter avec un doublé de Moïse Kean, qu'on va appeler Kean maintenant, qui enchaîne les buts. Dommage que non, on n'est pas parié sur cette rencontre, Flo. Mais on aurait peut-être pas mis doublé de Moïse Kean sur ce match. Peut-être pas.
Voilà pour le Paris Saint-Germain. On a peut-être même fait plus long que prévu sur eux. Est-ce qu'on a raté quelque chose? Non, il y avait une question sur Marquinhos, mais tu y as répondu à peu près, Christophe. Une question de Kekeboom, qui a un pseudo qu'on n'aurait pas validé, mais puisqu'il suit vu du banc, c'est tout de suite automatiquement notre ami. Donc Kekeboom, tu es validé. Marseille-Manchester City, vous avez vu le match tous les deux, messieurs, je ne l'ai pas vu. Victoire 3-0 de Manchester City. Je vais commencer par les compos et les buteurs. Les buteurs, c'est évidemment Ferran Torres à la 18e minute sur une passe de De Bruyne, Gundogan à la 76e sur une passe de Raheem Sterling, et Raheem Sterling à son tour qui marque à la 80e sur une passe de Kevin De Bruyne. Victoire 3-0. La compo marseillaise, Mandanda, une ligne de 5, Amavic, Aïtachar, Alvaro, Balerdi, Sakai, 3 milieux de terrain, Cuisance, Camara et Rongier, et un duo magique Radonjic-Thauvin. Puisque Benedetto et Payet étaient sur le banc pour cette rencontre. Du côté de City, Ederson, Zinchenko, Laporte, Diaz, Walker. Le double pivot préféré de Christophe Kuchli, Rodrigo Gundogan, avec De Bruyne en 10, et Foden, Sterling sur les côtés. Non, Foden et Torres sur les côtés, pardon. Et Sterling en pointe. Je lis bêtement la compo de Ouscourt qui est complètement fausse. Ah non. C'était Torres en pointe. Hein. Ah d'accord, ok. Bah, je pensais que c'était Sterling en pointe parce que je l'ai vu à un moment marqué dans une position où, je sais pas, où partir dans une position d'avant-centre. Mais d'accord, c'était Ferran Torres en pointe. Oui. Écoutez, on en apprend tous les jours. J'aurais dû regarder ce match parce que c'est voilà. Ouais. Il faut toujours que Guardiola change quelque chose, sinon ça va pas. Donc ça n'est pas possible. J'avais lu la compo annoncée par l'UEFA, il me semblait que c'était 4-2-3 avec Sterling. Bon bah, j'ai eu faux. Mais l'UEFA dit tout le temps n'importe quoi de toute façon. Donc, Il avait mis Sterling à droite et je ne sais même plus qui était à gauche, tu viens de le dire. Foden pour avoir des centres en fait, si j'ai bien retenu la leçon d'hier. Et oui, en effet, du coup, c'était Ferran Torres qui jouait à la pointe de l'attaque. Très bien. Il a marqué, donc ça a marché. 8 tirs pour City, 2 tirs pour Marseille. Est-ce qu'on a quand même passé un bon moment, Christophe, ou pas? Non, on n'a pas passé un bon moment parce que c'est le truc classique où finalement, bon, moi je suis neutre encore une fois. Si City avait déroulé sa leçon, vraiment fait un match où tu te dis oh là là, grosse équipe en face, bon bah tu passes un bon moment parce que tu vois des circuits de jeu répétés, etc. Et moi, quand Guardiola était à la tête du Bayern, je passais des bons moments même sur les 5-0 parce que t'avais des équipes en 2-3-5 ultra offensives où vraiment tu sentais qu'il y a une partie de l'histoire du jeu, l'histoire moderne du jeu qui s'écrivait quand même sous nos yeux et des choses qu'on pouvait citer dans des bouquins, dans des articles ou autres plus tard. Donc clairement, il y avait quand même quelque chose qui se passait. Là, non du côté de City. Et en face, Marseille a pas fait grand-chose. C'est-à-dire que Marseille a surtout essayé de défendre. Et la seule ambition, c'était d'essayer de ressortir les ballons proprement, ce qui peut se justifier. On est les premiers d'ailleurs ici, en gros, à pas vouloir que les équipes balancent bêtement et qu'elles essaient d'avoir de l'ambition. Sauf que là, tu pouvais quand même essayer de jouer de manière directe, sans forcément que ça soit rendre le ballon. Simplement, tu fais une balle en profondeur pour Radonjic, un appui remise vers Thauvin qui remet vers le milieu, qui relance pour Radonjic. Enfin, en gros, tu cherches la profondeur, soit sur le premier temps, soit sur le deuxième temps, mais t'essayes quand même de faire ça, plutôt que de faire une séquence de passes sous pression que t'arriveras pas à maîtriser, parce que t'as pas forcément ces habitudes de jeu-là, puisqu'en Ligue 1, ça presse pas souvent, et pas avec ce niveau d'intensité-là, avec ces joueurs-là. Ou alors, voilà, soit tu joues direct, soit tu fais autre chose, mais essayer de relancer comme ça sous pression pour casser le pressing de City, t'arrives pas parce que t'as pas les talents individuels, t'as pas les habitudes de jeu, et City est pas l'équipe la plus permissive au contre-pressing, même si elle a un peu plus de mal depuis 6 mois, 1 an. Et le premier but naît de ça. Donc en gros, Marseille perd 3-0, mais en plus face à un petit City malgré tout. Alors pas une petite équipe européenne, mais par rapport à ce que City peut faire au maximum, ça reste quand même assez décevant, limité. Disons, t'as pas affronté une armada. Donc j'ai l'impression que les deux équipes peuvent être déçues, façon de parler, dans la mesure où City s'en sort quand même avec une victoire et tout. Il n'y a pas de raison d'être triste. Mais City n'a pas retrouvé la vitesse supérieure. Et c'est-à-dire, si tu mets cette équipe-là face à un meilleur adversaire, t'aurais, je pense, toujours à peu près les mêmes lacunes. Le souci, je l'ai écrit dans un article pour Eurosport, qui est d'ailleurs très bien tourné, donc je suis très content. Donc je vais pas le répéter ici, mais en gros, ce souci de recherche d'équilibre qui fait que t'hésites entre attaque et défense, et finalement t'as un peu de mal à te projeter et à faire des différences offensives.
Ouais. Alors j'ai pas du tout vu le match, donc entre ce que dit Christophe et les déclats de Villas-Boas d'après-match, je suis un peu confus, Flo, parce que après le match, Villas-Boas a dit oui, vous avez AVB, vous avez pas Guardiola, donc si vous voulez du jeu, bah désolé, on va pas jouer avec une défense à 4 contre City. Et en fait, j'ai l'impression que Villas-Boas parlait de City et de son plan de jeu comme s'il affrontait le City je sais pas, d'avril 2018 ou de septembre 2017. Et qu'il n'y a pas du tout d'adaptation aux difficultés actuelles de City ou de cohérence entre ce que me dit la Christophe, qui est l'intention c'était de ressortir proprement, ou en tout cas d'essayer de ressortir sous pression, et en même temps mettre une défense à 5, donc une défense que tu as rarement utilisée, dans laquelle tu n'as pas forcément d'habitude de jeu, comme disait Christophe, pour ressortir, même si je pense que Marseille a d'habitude de jeu pour ressortir proprement dans aucun système, de toute façon. Donc ça, c'est pas non plus une surprise. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a un manque de cohérence entre eux. Après, les déclats d'après-match, c'est toujours à moitié faux, à moitié vrai. Mais est-ce que tu peux essayer de reconstruire le puzzle marseillais? Qu'est-ce que voulait faire Marseille? Est-ce que tu comprends les déclats de Villas-Boas d'après-match? Qu'est-ce que tu tires comme bilan de tout ça? Alors en fait, moi personnellement, j'ai vu les derniers matchs de Marseille, c'est-à-dire que j'avais vu et séquencé le match face à Bordeaux et le match face à Lorient et le match face à l'Olympiakos aussi. C'est les risques du métier, Flo. Ouais, c'est ça, c'est les risques du métier, sachant que ça ne me rapportait absolument rien. Mais bref, passons sur ce point douloureux. Toujours est-il qu'en fait, j'ai vu donc ces trois matchs-là, et en fait, sur ces matchs, et là, je vais défendre un peu Villas-Boas. C'est même pas une défense, c'est expliquer, c'est essayer de comprendre. C'est pas forcément défendre, mais c'est essayer de comprendre. C'est qu'en fait, sur ces matchs-là, et notamment le match face à l'Olympiakos, j'ai remarqué des séquences où quand Marseille essayait de presser haut, de sortir assez haut dans le camp adverse, il y avait des gros problèmes. Il y avait des gros problèmes dans la position, il y avait des gros problèmes dans la compacité du bloc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu avais dans ta ligne de 3 des joueurs qui n'étaient absolument pas menaçants pour les joueurs adverses qui sont censés relancer, et là je pense à Benedetto ou à Payet, tu avais Sanson et Rongier qui se sentaient obligés de sortir très haut pour accompagner ce pressing, et tu avais vraiment une équipe coupée en deux dans le camp adverse. Mais vraiment, face à l'Olympiakos notamment, il y a plusieurs séquences où tu as quasiment les quatre. Donc les quatre, c'était Thauvin, Benedetto, Payet, c'est même les 5, pardon, Sanson et Rongier, qui sont très très hauts, qui on va dire sont dans le dernier tiers adverse. Et ensuite tu as Pape Gueye, puisque c'est lui qui jouait lors du match face à l'Olympiakos, qui est tout seul avec personne autour de lui. Et après tu as la ligne de 4 qui est dans sa moitié de terrain. Et ça, ce problème de compacité, si tu vas presser haut dans le camp adverse, contre City, si tu as ce problème-là, je suis désolé, mais tu n'arrives pas à 1-0 à la 75e minute. Je pense que tu en prends beaucoup plus auparavant. Ce qui est amusant, Flo, parce que je me rappelle qu'à l'époque de Tottenham et de Chelsea, on reprochait à Villas-Boas de défendre avec une ligne très très haute, limite à la médiane, qui se faisait attaquer à chaque fois dans la profondeur. Après, la ligne défensive est pas forcément très très haute non plus. Ils sont au niveau du rang central, quoi, dans le camp de l'OM sur ce match face à l'Olympiakos. Bref, ce que je voulais dire, c'est juste que quand tu vois, je pense que je peux relever 5-6 séquences de pressing haut de l'OM face à l'Olympiakos où ça ne va pas du tout dans le positionnement et l'organisation, et où tu te dis si ce jour-là c'est pas l'Olympiakos, c'est Man City, cette action ça fait une action de but à la fin, voilà, tout simplement. Donc le fait qu'il joue bloc bas, ça ne me surprend pas quand je vois les lacunes que j'ai vues sur les 3 matchs précédents. En revanche, ensuite, la deuxième chose, c'est que si tu joues bloc bas en 5-3-2 avec cette équipe-là, malheureusement, par rapport à l'effectif que tu as, tu sais que tu n'auras aucune occasion, ou quasiment aucune occasion dans le match. Donc tout ça pour dire que je pense que on peut en vouloir en effet à Villas-Boas sur son plan de jeu, mais je pense aussi qu'il n'avait pas spécialement d'autres solutions, parce que à moins de jouer plus direct, comme le disait Christophe tout à l'heure, au moment de la récupération, pour essayer de chercher Radonjic, parce qu'au final, la seule action dangereuse de l'OM quasiment en première mi-temps, c'est un dégagement quasiment à l'arrache de je ne sais plus qui, et un duel entre Kyle Walker et je sais même plus, et Radonjic peut-être, ou Thauvin, enfin des deux attaquants, où Kyle Walker s'en sort en faisant une tête en arrière, mais c'est assez compliqué. Mais en gros, et je ne vole pas au secours de Villas-Boas en disant ça,
mais je vois pas comment l'OM aurait pu faire mieux, tout simplement en raison de ce qu'ils ont montré sur les 3 derniers matchs et par rapport à ce qui a été fait depuis 1 an et demi. Et là, tu peux revenir au travail de Villas-Boas depuis 1 an et demi. Mais ce qui veut dire que l'OM peut pas faire aussi bien que West Ham. Non. Ok. Non mais j'entends la réponse, mais elle est triste quand même. Parce que Après, c'est toujours pareil. Alors, je vais sortir une expression nulle, mais on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je pense que Marseille serait obligé de passer par des échecs. performances difficiles, un peu risquées en Ligue 1, en allant presser, et en faisant un peu un crash test, en ayant des matchs un peu difficiles parce que tu t'exposes trop. Si, alors, je veux dire, tu sais jamais trop avant de le faire. Parfois, tu as besoin de 2 matchs pour te régler. Parfois, tu as besoin de 5. Et parfois, c'est complètement con. Et au bout de 10, tu te rends compte que tu as pris la mauvaise direction. Donc, tu le sais jamais trop avant de le tester. Mais c'est difficile d'improviser un truc. Et là, effectivement, Marseille est pas forcément en position d'improviser un plan de jeu plus proactif sans ballon parce que tu t'exposerais et que t'es pas capable de t'exposer là. En gros, ça t'embête plus qu'autre chose. Mais le problème, c'est que là, pour Marseille comme pour Rennes, c'est-à-dire que ça t'enferme un peu dans une situation où tu es sur la défensive et quand t'es pas forcément la meilleure équipe de ton groupe, loin de là, tu te retrouves à subir et finalement à garder ce qu'on te donne, quoi. Tes situations, c'est ce que l'adversaire va te laisser. Et City comme Séville sont capables de jouer la possession, etc., de pas forcément faire d'erreur. Et au final, tu vas rien avoir en fait là. Par exemple, ce que t'as fait là contre City, ça va t'apporter quoi quand tu vas rejouer Porto et Olympiakos? Non, rien. Non mais, voilà, non mais c'est ça qui est dommage, je trouve, c'est qu'il y a rien même pas sur le long terme, mais sur le moyen terme, quoi, sur 3 mois. Oui. C'est vraiment de match à match, mais vraiment t'es à 5 jours de prévision en fait. Qu'est-ce que tu peux tirer de ce match de positif comme Non mais pour même l'OM en termes d'enseignement? de choses utiles pour parce que t'es pas non plus dans un Oui, à travailler. t'es pas dans une poule tu vois de malades mentaux non plus. L'Olympiakos c'est certes une bonne équipe, mais ils se font sortir tous les ans en poule quasiment. Et Porto, ça fait 3 ou 4 ans que c'est la plus mauvaise des 3 grosses équipes portugaises quasiment en Coupe d'Europe. Donc tu vois, je trouve ça Pas cette année pour le coup, je pense. Oui, peut-être pas cette année, mais bon, t'arrives pas tu vois, t'as pas la poule de l'Atalanta où il y a l'Ajax, Liverpool et Midtjylland, tu vois. Et t'essayes juste de pas faire 4ème. Mais... Ouais, mais d'un autre côté, quand tu vois les performances de l'OM sur la fin de saison dernière, donc la fin de saison tronquée dernière, leur 2e place, elle est pas discutable. Ils ont fini 2e après 28 journées. Je doute qu'ils auraient terminé 2e après 38 déjà. Et ça, sur ce point, tout à l'heure, Christophe parlait du fait que en parlant de Séville et de Man City, ce sont des équipes qui sont capables de faire des matchs où elles ne font pas d'erreurs et donc elles n'offrent pas d'opportunités à l'adversaire. Si tu reprends l'OM de Villas-Boas lors de la saison dernière, vu qu'il n'y a qu'une saison, une de ses grandes forces, c'était justement de marquer sur la seule erreur de l'adversaire ou la demi-erreur, et ils arrivaient à en faire quelque chose. Ouais. Je pense notamment au match contre Lille, est-ce que Lille roule. Est-ce que c'est une force, Flo, ou est-ce que c'est juste de la variance dans ta chance, tu vois? Non, mais je dis pas que c'est une force. Je dis concrètement, dans pas mal de gros matchs qu'a disputé l'OM l'an dernier, ils s'en sortent parce qu'il y a une erreur adverse, ils marquent là-dessus et derrière ça défend. Mmh. Et notamment ce match face à Lille où ils se font rouler dessus en première mi-temps et ils s'en sortent sur un CSC, un penalty, je crois, ou une histoire comme ça, je ne sais plus exactement. Mais ce sont des choses. Si tu te qualifies pour la Ligue des Champions sur ces matchs clés où tu as profité de certaines choses offertes par l'adversaire, c'est sûr que quand tu arrives en Ligue des Champions avec des adversaires qui ne font pas d'erreurs, justement, forcément les choses vont se compliquer si tu fais pas progresser ton équipe sur le plan collectif. Christophe, question de Clément Taillebresse, qui nous pose souvent des questions. Pourquoi mettre 3 défenseurs centraux pour AVB alors que City a joué sans 9 de métier, alors qu'à mon humble avis, il aurait plutôt fallu renforcer le milieu pour gêner City à la construction, sachant que Marseille avait joué en losange il y a contre Bordeaux, peut-être? Je sais plus, Flo. Oui. Marseille a joué en losange récemment. Est-ce que ça aurait pas été intéressant de réutiliser ce losange pour embêter City à l'intérieur? Alors pas forcément cette saison, parce que j'ai l'impression que c'est la saison de City qui va jouer en U.
comme tu l'écris dans ton article, qu'on pourra évoquer à nouveau lorsqu'on parlera de City. Voilà, pourquoi mettre 3 centraux? Est-ce que tu juges ça utile vu en effet le City sans Agüero, sans Gabriel Jesus? Alors j'entends l'argumentation de Villas-Boas qui est de dire City occupe toutes les zones. Alors même si c'est moins le cas maintenant que dans le passé, dans l'idée, etc. C'est pas non plus Leipzig. Mais en gros, le truc, City a toujours ses 2 ailiers, ses 2 relayeurs demi-espace. Je dis que c'est moins le cas parce que à partir du moment où t'as Gundogan, dans l'absolu, t'as presque plus un double pivot que quand t'avais David Silva d'un côté et De Bruyne de l'autre avec un vrai 6 en Fernandinho. Mais voilà, en gros, un 9, 2 ailiers et 2 relayeurs dans les demi-espaces, ça fait les 5 couloirs de jeu occupés. Donc tu mets une défense à 5 défenseurs pour tout bloquer. Là, c'est sûr que ça s'entend théoriquement. Après, je suis moins convaincu à partir du moment où tu as Gundogan qui est titulaire. De toute façon, là, vu l'effectif de City, faudrait que tu aies Bernardo et De Bruyne pour que ça soit vraiment un système type avec un relayeur et 5 joueurs offensifs devant. Mais vu que Rodri n'est pas capable de se mouvoir dans l'espace en courant, routinier. Alors j'aime beaucoup ce joueur, hein, mais c'est quand même un peu compliqué. Je ne donnerai pas le surnom que lui donne Florent, mais voilà, c'est rapport à son manque de mobilité. Mais oui, donc le fait qu'il y ait Gundogan quand même assez souvent en soutien à ses côtés en prévision de la perte de balle, ce qui est toujours assez amusant d'anticiper à outrance la perte de balle quand tu l'as et quand tu es quand même plutôt dans l'idée de construire. C'est vrai que tu peux te dire, est-ce que c'était vraiment utile de te mettre à 5 plutôt qu'à 4? Après, enfin, j'ai vraiment pas du tout envie de défendre Villas-Boas parce que sans vouloir forcément le critiquer, hein, mais je pense, avec ce que ça a de négatif ou pas, je pense que la qualification de Marseille dépend beaucoup d'une part de chance, de réussite. La réussite, c'est pas forcément négatif, hein, faut se la provoquer, faut être efficace dans les deux surfaces ou autres. Mais je pense qu'elle repose pas sur un modèle de jeu, mais qu'au bout d'un moment, la réussite, si tu l'as face à Dijon, ça peut te suffire quand t'es à 60-40, 50-50 en rapport de force face à des équipes moyennes de Ligue 1, mais que face à des équipes de Ligue des Champions, ce rapport de force-là, il sera jamais à 50-50, il sera à 90-10, donc du coup, la réussite seule ne pourra pas suffire. Au mieux, elle te permettra d'arracher des matchs nuls, donc c'est vraiment pas pour défendre Villas-Boas, qui a quand même abandonné depuis assez longtemps l'idée de mettre en place un projet de jeu viable et reconductible semaine après semaine. Mais je pense que puisque maintenant on en est là dans cette situation-là, avec cet effectif-là, je suis pas persuadé qu'à jouer en losange ou autre, ça aurait suffi à changer les choses. D'ailleurs, rien que le fait, je trouve, que le losange a été assez performant face à Lorient et face à Bordeaux, système qui a peut-être été un peu travaillé à l'entraînement, mais qui a jamais été utilisé en match, ça dit aussi quelque chose, je trouve, du manque d'identité de cette équipe. Alors on peut me rétorquer que tant mieux, c'est une preuve d'intelligence qu'une équipe soit capable de s'adapter à d'autres systèmes. À partir du moment où une équipe fait toujours la même chose et qu'elle se met à changer et que ça marche bien, pour moi, ça veut dire aussi que le système A n'est pas forcément maîtrisé. Ça veut dire qu'en gros, il y a des qualités de joueurs, mais si tu peux faire plein de choses différentes et qu'à chaque fois, ça t'offre à peu près le même rendu, c'est finalement que t'as pas de bon plan A si le plan B que t'as jamais testé est quasiment du même niveau. Donc oui, peut-être qu'un losange aurait mieux marché. Peut-être que le fait d'aller à 5, c'est un petit peu trop te mettre sur la défensive. Maintenant, je suis pas persuadé, vu les zones moyennes occupées, etc., que ça change fondamentalement les choses. Moi, je pense surtout que t'as pas... L'une de tes solutions, c'était de jouer long et d'exploiter la vitesse de tes attaquants parce que cette équipe de City ne sait pas défendre la profondeur et que, à tort ou à raison, ou je sais pas si c'est une question de plan de jeu, une question d'appels qui n'ont pas été faits, etc., mais tu n'as pas réussi à jouer cette profondeur. Alors, comme le disait Flo, l'une de tes meilleures occasions qui est tuée dans l'œuf, mais qui est quand même une situation dangereuse, c'est un ballon balancé loin devant. Et parfois, même souvent en première ligue, tu as des équipes qui sont dangereuses juste en balançant les ballons loin devant et en espérant qu'un défenseur central de City se trouve un peu. Ouais, mais même pour faire ça, Flo, il faut arriver à se mettre dans le sens du jeu. Et il vaut mieux que ce soit les mecs qui ont quand même quelques pieds, qui jouent dans la profondeur, et Rongier, Camara, Cuisance. Tu peux redire ce que tu as dit sur Martin, sur Bourigeaud, sur Grenier, sur les 3 milieux marseillais. Oui, c'est la même chose. Et d'ailleurs, tout à l'heure, hein, parce que avec Christophe en fond, là, on avait les résumés de Ligue des Champions de Téléfoot, vu qu'on était devant le Night Club, avec Julien Maumont. Tu veux dire le maître tacticien ?
le maître technicien, exactement. Et là d'ailleurs, on est devant Krasnodar-Chelsea. Mais on a revu cette fameuse action du premier but encaissé par l'OM. Et en effet, on a bien vu que Rongier, s'il s'était orienté au moment où il reçoit la balle vers l'avant, il aurait eu une passe très facile à donner à Radonjic. Je ne sais pas ce qu'aurait fait Radonjic après. Mais au moins, il n'y aurait pas eu cette passe en retrait qui devient une passe quasi décisive pour Kevin De Bruyne. Et ça, c'est juste... c'est même pas la peur de prendre le pressing, c'est juste un état mental. C'est je ne cherche pas, au moment où je récupère la balle, je cherche à faire mal à l'adversaire, je cherche pas à la garder. Voilà. Et je pense que je cherche à la garder, je cherche du coup une solution en retrait. Si je cherche à faire mal, je me tourne vers l'avant, quitte à la perdre, quitte à faire une passe plus risquée. Mais voilà. Enfin bref, je vais pas répéter ce que je disais tout à l'heure. Non, mais quand tu le dis, ça me fait penser à Lyon, quand il y avait Ndombele et Aouar, et à pourquoi ils étaient si forts en Ligue des Champions contre des adversaires comme City. Ouais, c'est ça. Ils avaient deux des mecs en Europe qui sont les meilleurs au moment de se retourner, de prendre des risques balle au pied. Parce que Ndombele est complètement inconscient. Lui, s'il joue vers l'arrière, il a perdu sa journée. Donc il se retourne à chaque fois. Et Aouar résiste très très bien à la pression. Bon, ils avaient beaucoup de joueurs comme ça. Hein. Ferland Mendy en faisait partie aussi. Depay de haut jeu, il peut se retourner quand il veut. Enfin, ils étaient fournis, remplis de joueurs super forts. Et d'ailleurs, à l'époque, rappelle-toi, au Flo, on avait dit, mais vous vous rendez pas compte, Lyon, ils ont un effectif incroyable. Dans 3-4 ans, vous vous direz, mais comment on n'a pas fait plus de choses avec des mecs qui vont jouer au Real, au Barça et compagnie. Ndombele, ça y est titulaire à Tottenham. Ferland Mendy est titulaire au Real. Depay devait partir à Barcelone. Bon, là, Aouar devait partir à Arsenal, ça s'est pas fait. Est-ce que j'en oublie des Lyonnais qui sont partis depuis cette époque-là? Bon, Fekir. Ah, il y a Fekir qui est parti au Betis alors qu'il était tout près de signer à Liverpool. Enfin, ils avaient les saisons 2017, je crois que c'est 2017-2018 où ils ont tout ce monde-là. C'était un sacré truc. Dommage qu'ils aient pas pu en faire plus que ça. Voilà pour ce point-là. Sur Marseille. Non, parlons un peu de City. Du City Christophe post-Kuchlisme. Parce que ton article a vraiment résonné dans le monde du football. Ah, ça a fait bouger les lignes, hein, clairement, on peut le dire. Mais je crois que Pep s'est pris la tête. Il me semble qu'il a réfléchi beaucoup. Et il s'est dit, j'ai envie d'emmerder Christophe, je vais quand même remettre Rodri et Gundogan. Est-ce que dans le jeu, c'était un peu mieux que ce que tu décrivais dans ton article? Alors, je pense que Pep ne m'a pas lu, mais j'aurai pour toujours la fierté d'avoir été lu par Marcelo Bielsa quand j'écrivais sur lui dans La Voix du Nord. Donc, Tu peux pas lâcher cette phrase et enchaîner sur autre chose. Comment tu non, mais Marcelo Bielsa. Sais qu'il t'a lu Est-ce qu'il t'a contacté Non, pas du tout, mais je disais ça. Voilà, je me lance un alley-oop contre la planche, j'ai dunké et l'action reprend dans le sens. Il n'y a pas besoin de mettre des... Non, mais Marcelo Bielsa lisait toute la presse, donc notamment La Voix du Nord. Donc je sais qu'il me lisait, mais j'étais pas le seul. Il lisait beaucoup d'autres gens qui écrivaient des choses sans doute beaucoup plus intelligentes que moi. Donc ne partons pas sur ce terrain-là, je n'ai rien d'intéressant à apporter. Non, mais sur City, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'était quand même un peu un U. Alors après, De Bruyne ose s'aventurer dans ce U, donc c'est quand même assez intéressant. Donc ça devient un peu moins U que si c'était juste le truc classique. Les défenseurs centraux vont chercher les ailiers percutent, mais en gros tu n'oses pas investir cette zone centrale parce que si tu perds la balle en zone axiale, tu vas concéder des transitions un peu chiantes et ton contre-pressing sera un peu plus compliqué. Et voilà, si t'es mal positionné, c'est pas Rodri qui va tout te sauver. Donc ce risque inhérent au fait d'attaquer les zones axiales, là De Bruyne est quand même un peu entré en zone numéro 10, même si c'était numéro 10 excentré. Maintenant, il n'y a pas énormément de choses à dire. D'ailleurs, bon, je trouve ça un peu dur, mais quand tu vois les notes de l'équipe où on est, je crois, à 5,5 de moyenne du côté de City, ça dit quand même quelque chose du fait qu'il n'y ait pas eu non plus énormément d'individualité qui soit sortie du lot. Alors, le fait de ne pas avoir de numéro 9 de métier est un peu embêtant. Ça te change pas tout, mais je pense que si t'as Agüero, il y a peut-être 2-0 au bout de 20 minutes ou au moins 1-0, et du coup, c'est plus vite plié, donc ça te permet de faire d'autres choses. Là, t'as Ferran Torres qui joue en pointe. D'ailleurs, c'est assez amusant. Je vois des Parisiens s'étonner que Danilo soit aligné en défense centrale, je peux le comprendre. Mais il y a beaucoup de joueurs qui arrivent dans un nouveau club, et Ferran, je pense qu'il a déjà fait 4 ou 5 postes, Kulusevski a déjà fait aussi 4 ou 5 postes, enfin voilà. C'est pas le seul joueur qui arrive dans un nouveau club et qui est utilisé et délocalisé un peu dans des postes auxquels il a jamais vraiment évolué auparavant. Mais City m'a pas forcément impressionné. Alors ils ont marqué un but sur leur spécial, mais c'est le but du 3-0, là, le décalage sur le côté pour un centre en retrait.
mais le match était globalement plié. Marseille avait un peu arrêté de défendre pour être un peu plus offensif, pour essayer de marquer, sauf que t'avais pas plus de dangerosité, t'avais juste perdu en solidité derrière, donc du coup il y avait pas beaucoup d'apports, pas beaucoup d'apports pour Marseille et beaucoup plus de possibilités de City de marquer des buts. Ouais, franchement, pas vraiment de choses à dire. J'ai pas pris particulièrement de choses, ni retrouvé des points, des constructions, des circuits qui étaient à l'œuvre quand City était champion la dernière fois, juste devant Liverpool. Donc, je pense quand même que cette équipe a en elle largement un potentiel pour être dans le top 3, voire dans le top 2 en première ligue. Et que le fait, je crois que c'est 2-1-2 le bilan de victoire, nul, de défaite en première ligue. Je pense que c'est, alors je sais pas si c'est mal payé, mais en tout cas qui dit pas forcément tout du niveau réel de cette équipe. Mais je pense pas que face à un adversaire comme ce Marseille-là, tu puisses retrouver beaucoup d'enseignements finalement, à savoir, enfin, sorti des individualités en fait, de dire que oui, un plan de jeu moyen, conservateur, calme, De Bruyne peut te le transcender, mais ça on le savait déjà, donc finalement, là-dessus, ça dépend à nouveau plus des individualités que vraiment Guardiola qui aurait inventé des choses. Guardiola va s'adapter sur certains positionnements, sur des permutations, parce que quand t'as pas de vrai neuf, du coup, tu vas jouer avec Foden, Sterling, Ferran Torres, selon les phases de construction, etc. Mais il y a pas, on n'a rien vu de révolutionnaire sur ce match-là, et je pense qu'on ne verra rien de révolutionnaire sur cette saison a priori. Il y a une question un peu méchante de Thomas Bordeaux qui nous demande si l'OM est l'équipe la plus faible de la compétition. Bon, on n'a pas vu tout le monde, donc il faudrait voir. Bon, Krasnodar, c'était pas très fort quand même. Başakşehir, pareil. Il faudrait voir ce que Midtjylland que j'ai vu contre Liverpool, c'était aussi très moyen, même s'il y a quelques bons joueurs. Et puis on n'a pas vu le Zénith, on n'a pas vu Ferencváros, on n'a pas vu Lokomotiv. Ah, peut-être que vous avez vu Moscou, moi je les ai pas vus. Ils ont déjà pris un point. Moi, je les ai vus, c'était pas indigne. Après, enfin, tu vois, Başakşehir est à 0-0 jusqu'à, je sais pas, la 60e. C'était pas indigne non plus, donc j'ai pas vu vraiment d'équipes comme certaines équipes du Dynamo Zagreb, notamment. Alors, pas l'année dernière, mais sur quelques saisons, notamment l'année où ils prennent, je crois, un quadruplé ou quelque chose comme ça de Bafé Gomis. Oui. Vraiment, 2-3 saisons où tu te demandais un petit peu comment ils s'étaient retrouvés là. Franchement, j'ai pas croisé d'équipes qui étaient vraiment honteuses. En fait, la traduction, c'est que il y a aucune équipe, je pense, sur ce plateau de 32 où si c'est dans le groupe de l'OM, tu te dis l'OM finit 3e tranquillement, quoi. Non, oui, je pense pas, ouais. Voilà. Après, je pense que c'est ça la bonne réponse à donner. Tu parlais du Dynamo Zagreb qui prend un quadruplé de Gomis. Alors, les circonstances étaient particulières quand même. C'est-à-dire que c'était pas forcément un match qui était joué sur le terrain. Attention à ce que tu vas dire. Rien, je dis que la préparation de match a été particulière. Je veux pas me mettre m'impliquer plus là-dedans, j'ai pas envie d'être attaqué en diffamation par des Croates. Surtout que les Croates n'attaquent pas en diffamation, ils attaquent tout court. Donc je vais rester tranquille. Une question aussi méchante, mais envers nous, de Tim, qui nous dit pas de commentaires sur le manager nul Solskjaer qui donne la leçon au génie Nagelsmann. Mais on n'a pas vu le match. Donc, non. Ouais. Mais en effet, le score nous a quand même marqué. Parce que 5-0 là contre Leipzig, il faudra qu'on le voit, je pense, ce match, pour comprendre ce qui s'est passé. Alors, j'ai pas vu plus de stats que ça. J'ai juste vu qu'il y a eu un triplé de Rashford. Mais sinon, il faudra... Ouais, triplé dans le dernier quart d'heure. Ouais. Enfin, 4 buts à partir de la 74e minute. Mais un match a priori maîtrisé, vu que Leipzig n'a tiré que 5 fois au but. Enfin, 5 tirs cadrés ou non cadrés et 4 tirs bloqués. Okay. Donc, à voir. C'est un résultat surprenant. Mais c'est vrai que quand tu vois que sur les 5 buts, il y en a 4 qui ont été marqués dans le dernier quart d'heure. Bon, ça sent un peu l'équipe qui relâche un peu qui lâche un peu les chevaux à la fin. Mais c'est vrai que c'est curieux et on va regarder, comme ça on pourra en parler. Après, Van de Beek était titulaire à Manchester et gagne, donc moi, ça va au sens de mon histoire à moi, donc moi je suis très... Il me semble qu'il sort, alors je vérifie, mais il sort à 1-0. Et il y a 2-0 5 minutes après, parce que Bruno Fernandes rentre avec une passe D. C'est une tentative de clash? Non, pas du tout, c'est une précision. En tout cas, ça promet un groupe H.
serré, et on n'aurait pas du tout imaginé United finir avec 6 points sur ces 2 premiers matchs. S'ils font 6 sur 6 contre Başakşehir, ils sont qualifiés tranquilles, et après ça va être grosse bagarre entre le PSG et Leipzig. Ouais. Voilà pour ces rencontres-là, et je crois que c'est le moment de passer à nos paris avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Nos paris avec PMU.fr, semaine grandiose pour Florent Tonuti, qui a passé la plus grosse cote de son histoire et de l'histoire de Vue du Banc. Alors pas la plus grosse cote tentée, parce que Christophe avait tenté des cotes à 192 avec un triplé d'un Panaméen inconnu lors de la Coupe du Monde 2018, mais Florent, c'est la plus grosse cote réussie de l'histoire de Vue du Banc, une cote à 6 avec le doublé de Moïse Kean, et je vois que tu es beaucoup plus prudent cette semaine. En fait, plus prudent parce que assez peu inspiré de tout, en fait, des matchs, etc. De la vie. Donc, de la vie aussi, tout à fait. Du coup, ouais, le premier pari, ça va être sur Tottenham-Brighton. Je vais me diriger vers Heung-min Son, qui est je pense qu'on peut le dire que c'est un des joueurs vus du banc. C'est un joueur qui fait l'unanimité chez nous trois. Dans le sens où on aime beaucoup ce qu'il fait et on se dit qu'il pourrait le faire dans un meilleur club que Tottenham. Désolé pour les fans des Spurs, mais du coup Heung-min Son qui a très bien démarré quand même, qui a 8 buts marqués déjà et 2 assists depuis le début de la saison en 6 matchs et 477 minutes de jeu. Alors évidemment il y a une sacrée surperformance, mais ça reste un excellent joueur, un très bon finisseur quand il a des occasions. C'est vrai qu'il en a pas mal. Et l'idée de l'imaginer en fait face à Brighton, qui est une équipe qui aime bien avoir le ballon, qui aime bien construire, etc. Je vois tout à fait un scénario où le Tottenham de Mourinho dit à Brighton, ok, vous avez la balle, et nous on va attendre un petit peu, on va vous piéger. Et qui de mieux pour piéger en contre-attaque que Heung-min Son à la finition, lancé par exemple par Harry Kane. Je vois pas Tottenham de meilleure solution. D'où l'idée donc de partir sur un but de Heung-min Son. Après, je sais pas quel sera le résultat du match à la fin. Mais voilà, le but de Son, coté à 2,20, lors de ce Tottenham-Brighton, me paraît plutôt intéressant à jouer. En tout cas, ça promet un beau duel dans le couloir entre Tariq Lamptey et Heung-min Son. Tariq Lamptey, le latéral droit supersonique de Brighton. Pas forcément le meilleur défenseur, mais qui va très très vite. Donc entre lui et Heung-min Son, ça peut être sympa. Notez que Harry Kane est à 5 buts et 8 passes D en 6 matchs. Autre stat folle, Lewandowski qui en 360 minutes est à 10 buts et 3 passes D en Bundesliga. Donc c'est un peu n'importe quoi les stats de certains joueurs en ce début de saison. J'en vois pas d'autres qui ont des stats aussi marquantes. Les autres sont assez cadrés, mais Kane qui est décisif 13 fois en 534 minutes. Bon, Lewandowski 13 fois en 360 minutes. Les deux mecs sont partis sur une saison assez dingue. Ton deuxième pari, Florent, concerne un match entre Angers et Nice en Ligue 1. Ouais, Angers-Nice, je crois que c'est dimanche. Du coup, vu que Nice en plus joue jeudi, ça rend les choses assez certaines sur le prochain match. Angers que j'ai trouvé plutôt pas mal quand même face au Stade Rennais la semaine dernière, vendredi soir, où il profite en effet des largesses rennais dans la gestion de la profondeur et le cadrage du porteur au milieu de terrain, mais aussi avec de très bonnes performances individuelles de la part de Bouffal et Fulgini. Alors bon, ils ont perdu Baoken pour des raisons, pour une affaire de mœurs et de violence conjugale. Je suis pas sûr que Baoken joue ce week-end, vu ce qui s'est passé cette semaine. On verra. Néanmoins, avec Bouffal et Fulgini, ils ont quand même deux joueurs qui peuvent, je vais pas dire transformer leur saison, mais leur permettre d'espérer envoyer du jeu, d'espérer proposer quelque chose de plus ambitieux que ce qui avait été montré sur les premières journées. Et je me dis que face à Nice, qui est une équipe alors là, je vais donner mon avis, donc ça va être un peu subjectif, mais qui est loin de me convaincre depuis le début de la saison, à l'exception des performances individuelles d'Amine Gouiri. Juste un quiz flow, parce qu'entre la perception et les bilans objectifs stats, tu penses que Nice est combienième au classement? Sans regarder. Je ne sais absolument pas. Je me dis qu'il y a peut-être un piège et qu'ils sont peut-être bien classés. Mais sur le plan... mais tu vois, je pense aussi que
que Marseille est bien classé et ne me convainc pas non plus. Non, bien sûr, parce qu'en fait, j'ai l'impression que Nice est l'équipe la mieux classée d'Europe qui perd le plus de matchs. Mais en fait, c'est pas vrai. Ils ont perdu que 2 matchs en 8 journées. Ils sont 5e avec 14 points. J'ai l'impression qu'on n'est jamais content de voir un match de Nice, mais qu'ils sont toujours dans le top 6. Ouais, bah peut-être, c'est peut-être ça. Oui. Mais à côté, tu vois, c'est une équipe. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de la réussite qui te permet sur une saison d'accéder à l'Europe, à la Ligue des Champions. Et quand il arrive, tu te dis ah mince, en face ils me donnent plus rien, ils sont un peu méchants. Bah tu vois, Nice ils ont pris 6-2 face à Leverkusen la semaine dernière, quoi. Qui me fait penser à la déclat de Les Melou, ouais, ils menaient 3-1, ils se sont pas arrêtés et tout. Non. Ah oui, il a dit ça. Il a vraiment dit la déclat. Ils ont dit ouais, Non. ils ont continué à mettre de l'intensité, on n'est pas habitué parce qu'en Ligue 1 c'est pas pareil et tout. D'accord, ok. Bah écoute, j'espère qu'Angers va mettre de l'intensité quand ils vont les affronter. Mais voilà, c'était simplement jouer la victoire d'Angers je crois qu'elle est à 2,30, il me semble, face à l'OGC Nice. Ouais. Pour des raisons de dynamique et de ce qu'a montré Angers à Rennes, je pense que Nice, qui en plus joue cette semaine, peut être un adversaire idéal pour que les Angevins réussissent peut-être à lancer une série et en montrant des choses à domicile, après avoir montré des choses à l'extérieur, même s'il n'y a pas trop de différence vu l'absence de public et l'absence qui sera encore accrue d'ailleurs. Mais voilà, une victoire d'Angers. J'avais regardé, je m'étais un peu enflammé, j'avais regardé la victoire d'Angers -1 avec donc victoire par 2 buts d'écart, mais elle n'est cotée qu'à 4, donc je me suis dit que c'était pas la peine de tenter. Si c'était à 5-6, j'aurais peut-être tenté, mais là je m'enflamme pas non plus. Angers qui est le seul club d'Europe à avoir plus d'absences judiciaires que sanitaires. C'est assez impressionnant ce qui arrive. C'est comme une contagion, mais sauf que les mecs vont en prison. C'est incroyable ce qui se passe dans ce club. En plus, mais des joueurs aux dirigeants. Quoi. C'est vraiment. Tu te dis, il y en a, ils se sont fait virer au bon moment. Pour pas tomber dans des trucs comme ça. D'ailleurs, heureux pour Aït Nouri, qui est parti, qui n'a pas été perverti par cet environnement fou d'Angers, la ville qu'on pensait calme et qui en fait ne l'est pas du tout. Christophe, c'est ton tour. Je sais pas ce que t'as fait la dernière fois. Ah bah non, c'était moi qui avais parié ou c'était toi? Je sais plus. Non, c'était moi, je crois, qui avait parié. Tu vis dans une réalité parallèle, là. Tu ne sais plus ce qui s'est passé une semaine. C'est toi qui pariais. Moi, j'animais. J'étais l'animateur du podcast, donc je n'ai pas retenu tes paris parce que je les écoutais pas. Bah, j'en ai réussi un, il me semble. Je crois que j'ai réussi le. Faut que je retrouve. En plus, j'ai vu que Rensard, notre C'est fidèle, donc je pense que tu as fait 0 sur 2. Non, c'est pas vrai. J'ai fait 1 sur 2. Je suis sûr d'avoir réussi un pari. Qui est passé tranquille en plus. Il faudrait que je vais voir pendant que tu développes tes paris qui concernent un match en Allemagne et un match en Angleterre. Christophe, vas-y. Oui, mon premier pari, Schalke-Stuttgart, victoire de Stuttgart à 2,20. Alors je pense que c'est difficile de trouver, à part face au Bayern, une cote plus basse pour une victoire de l'adversaire de Schalke à l'extérieur. Mais Schalke est totalement à la rue depuis quelque temps. D'ailleurs, est-ce que tu as en tête la différence de but de Schalke après 5 journées en Bundesliga? Je dirais -17. Oui, car tu l'as sous les yeux sans Non, doute. non, je te jure que non, je l'ai vu il y a 2 jours. Oui, ok. Donc Schalke est à -17, Cologne qui est juste au-dessus au classement est à -4. T'es énervé, je sens. Oui, je suis totalement énervé, ouais. Il est 1h du matin, je suis fatigué, tu m'énerves. Oui, donc Schalke est totalement à la rue. Alors j'ai plus en tête parce que là je n'ai pas l'ordinateur sous les yeux parce que je suis chez Florent, pas équipé, donc je ne sais pas de quand date la dernière victoire. Mais je ne suis même pas sûr qu'ils aient gagné en championnat depuis janvier. À vérifier, en tout cas, ça fait extrêmement longtemps. Ils ont terminé la saison très difficilement. David Wagner n'y a pas survécu et du coup, ils ont changé d'entraîneur. Mais la dynamique est vraiment pas bonne du côté de Schalke, qui a des gros problèmes financiers. Enfin voilà, c'est assez compliqué. Ils affrontent Stuttgart, qui est 5e avec 8 points. Alors, c'est pas incroyable non plus, mais pour un promu, c'est vraiment pas mal. Qui a quelques bons joueurs, dont l'ami Silas, dont je ne prononcerai pas le nom de famille, mais l'ancien attaquant du Paris FC, dont tu connaîtras peut-être le nom et que tu sauras peut-être prononcer. Je vais pas essayer, mais j'ai toutes les lettres, mais pas forcément dans l'ordre. Voilà, donc c'est Wamangji Tuka, voilà, quelque chose comme ça. Et sinon, Florent me montre là sur son téléphone dernière victoire face à Gladbach le 17 janvier. Et sinon, c'était le 16 décembre. Donc voilà, ça fait extrêmement longtemps que cette équipe n'a pas gagné, sachant que l'Allemagne a repris et donc a fini sa saison. Donc il y a eu le nombre de journées requis, etc. Donc voilà, Stuttgart qui est en forme qui fait un bon début de saison face à Schalke qui est
enfin, ça ne va pas du tout. Hein. Il n'y a même pas eu de choc psychologique de nouvel entraîneur. Du coup, voilà, puisque avec les histoires de Covid, machin, l'avantage domicile extérieur compte beaucoup moins. Une victoire de Stuttgart à 2-20, victoire de la meilleure équipe, je me dis que ça se tente. Ouais. Et je vérifie pendant que tu parlais de ton premier pari, j'ai bien passé un pari la semaine dernière, c'était le Bamford ou Watkins premier buteur, c'était même un happy bet. Tu te souviens, Christophe, ça t'avait amusé ce happy bet? Oui, bon, ça m'avait amusé, ça m'a pas fait ma semaine non plus. Mais À noter que mon autre pari était victoire de Monaco à Lyon, qui lui par contre voilà, a été Ah, ça s'est joué à rien, clairement. Ouais. Ton autre pari concerne Liverpool-West Ham. Oui, alors que tout ceci me fait penser qu'il faudrait peut-être inclure une forme de clause malus pour quand un pari n'est pas seulement raté, mais totalement sabordé, en tombant totalement à côté. Liverpool-West Ham, mon pari, qu'est-ce que c'est? Je le découvre, c'était il y a plusieurs heures. Liverpool gagne et 3 ou 4 buts sont marqués dans le match. C'est à 2,60, ce qui est finalement pas énorme, c'est deux cotes relativement modestes, de 20 et 2,60. Pourquoi? Parce que ça m'ouvre plusieurs possibilités. Je pense que dans tous les cas, Liverpool va battre West Ham, même si West Ham a été pas ridicule face à City. Ils ont pas trop essayé de jouer au foot, mais ils ont quand même tenu leurs points. Et voilà, là, je crois que c'était un 5-4-1 ou un 4-5-1. Enfin voilà, c'était relativement solide. Je crois que c'était un 4-5-1. Avec Antonio en pointe, toujours aussi physique. Enfin bon, c'est pas l'équipe la plus sexy du monde et ça m'embête un peu de voir Fornals jouer dans un système aussi défensif. Mais voilà, ça a le mérite d'exister et c'est pas non plus la pire équipe de Première Ligue. Mais je me dis qu'il y a deux possibilités. Soit Liverpool va gagner 3-4-0, voilà, équipe meilleure qui reprend sa dynamique, etc. Soit tu as un 2-1, un 3-1, parce que Liverpool a quand même ses soucis défensifs, dont tu pourrais nous parler, dont tu nous parleras à l'avenir, je l'imagine, avec la pénurie de défenseurs centraux, Van Dijk blessé longuement, Matip blessé, la Fabinho qui s'est blessé, donc la défense centrale, ça va être un petit peu compliqué de recomposer tout ça. Je crois que c'est Rhys Williams, c'est ça qui est rentré, sur le match de Ligue des Champions, joueur qui n'avait, je crois, jamais joué en équipe première sur Ligue des Champions, c'est sûr, mais il a peut-être fait de la League Cup, je suis même pas sûr. En tout cas, voilà, joueur qui n'est pas forcément au niveau, donc je me dis qu'il y aura peut-être une certaine friabilité, donc du coup, ça m'a poussé à monter un peu le curseur, de me dire qu'il pourrait y avoir des buts dans l'autre sens. Mais voilà, que Liverpool, malgré tout, soit la meilleure équipe et gagne 3-4 buts, avec donc cette possibilité-là que Liverpool en encaisse 1 ou 2, enfin plutôt 1, si possible, parce que 2, ça serait embêtant, ça ferait 3-2, ça ferait 5 buts. Ça me semble intéressant et ça me permet de gagner dans pas mal de scénarios différents, sans forcément trop me mouiller. Très bien, merci Christophe pour ce deuxième pari. Christophe qui a été le grand vainqueur des paris de la saison 6, on le rappelle. Donc s'il faut faire confiance à quelqu'un, partez plutôt sur lui, jusqu'à ce qu'on se rende compte que la chance a tourné. Merci messieurs pour ce podcast nocturne, vous pourrez tous l'écouter, vous l'avez déjà écouté, parce que c'est la fin du podcast, donc c'est idiot ce que je vais dire, donc je vais arrêter de le dire. Quand est-ce qu'on se retrouve, Florent ? La semaine prochaine, après à nouveau les 3 clubs français en Ligue des Champions. Donc ce sera Rennes-Chelsea et Paris-Leipzig. Alors je sais pas dans quel sens par contre, qui reçoit, qui se déplace. Mais donc ça, ce sera le mardi. Et donc on enregistrera après le match de l'OM face à Porto le mercredi soir. Et voilà, c'est tout. Très pour bien. L'instant. Et après pour nos abonnés sur Patreon, on va voir si on arrive à caler soit la saga, soit la deuxième FAQ dans la foulée. On sait pas vraiment pour l'instant. Donc ça va se faire à l'occasion. On vient d'apprendre qu'on est confiné, donc faut quand même qu'on se remette psychologiquement de tout ça et puis on analysera, on avisera. Oui, sachant qu'on ne sait pas encore si le sport amateur pour les mineurs est suspendu. Si c'est le cas, je vais avoir beaucoup de temps. Donc comme l'an dernier, on va trouver des idées pour combler le vide qui vient de se créer. Merci messieurs, on se retrouve donc la semaine prochaine. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.